Et si depuis le début, passer de bonnes vacances n'était pas forcément se rendre le plus loin possible de notre lieu de vie et voir le plus de choses possibles sur place? C'est une heureuse coïncidence. Ce que nous devons faire pour survivre est également ce que nous devrions faire pour mieux vivre. Je suis Eve et ce podcast montre qu'adopter un mode de vie durable est meilleur pour soi, pour les autres et pour l'environnement. Bienvenue sur mon podcast. Étant donné que nous sommes en pleine période estivale, je me suis dit quoi de mieux qu'aborder la question du tourisme et du voyage pour nos vacances. Personnellement, cet été, c'est des vacances plus ou moins choisies puisque ma sœur se marie, donc je passe une semaine à Constance, en Allemagne, qui fort heureusement est accessible en train depuis Paris et qui est une ville qui a certainement des vélos pour se déplacer sur place. Avant toute chose, définissons les termes du sujet parce que finalement, tourisme, voyage, j'avais pas forcément un peu les différences en tête de ce que ça voulait dire. J'avais un peu la connotation du touriste négative et du voyageur qui est plutôt ouvert sur les autres, etc. Mais en fait, de base, les définitions, on s'en doute, du mot voyager et du mot tourisme ne sont pas les mêmes. Le tourisme, c'est le fait de parcourir pour son plaisir un lieu autre que celui où l'on vit habituellement. Donc c'est qu'on le fasse en mode surconsommation ou en mode j'observe la culture locale et j'essaye de m'en imprégner, on est quand même en train de visiter et de parcourir un lieu qui n'est pas le nôtre, enfin qui n'est pas notre lieu de vie. Et du coup, c'est plus axé sur la visite et sur la vie sur le lieu de destination, alors que voyager, en vrai c'est logique, hein, mais je sais pas, j'avais pas ça en... Je trouve ça quand même bien de mettre les points sur les i. Voyager, c'est partir pour une destination plus ou moins loin. Donc c'est juste de notre lieu de vie à notre lieu de visite. Ce qui se passe quand on se déplace, c'est le voyage. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu un mauvais usage des termes, qui est que souvent on dit je vais voyager, je sais pas, au Brésil. Bon, en général, non, tu vas faire du tourisme en Brésil parce que ça m'étonnerait que je sais pas, tu traverses l'Atlantique à la voile pour te rendre au Brésil, mais bon, soit. Et du coup, dans ce podcast, on va se concentrer sur vraiment le tourisme et le voyage dans le cadre de vacances. Donc, les vacances, la définition aussi, repos, cessation du travail et des activités ordinaires. Donc ça veut même pas forcément dire qu'on va voyager, mais en tout cas c'est juste on ne travaille pas ou on cesse nos activités ordinaires, comme le dit si bien la définition. Que ce soit une semaine ou 6 mois, si on n'a aucune travaillé, si on travaille pas sur place ou quoi, c'est considéré comme du tourisme. Mais bien sûr, l'approche n'est pas forcément la même. Ensuite, on va aussi aborder, forcément, vous vous en doutez, le tourisme lent. Alors, il y a différents termes utilisés. Il y a le tourisme lent, le voyage lent, mais il y a aussi des personnes qui préfèrent utiliser le tourisme doux, parce que lent, ça a un peu une connotation négative. Et il y a moins cette division entre, j'ai l'impression, le tourisme et le voyage, parce qu'en fait, les définitions de tourisme et de voyage lent, ou doux, ça vient préciser l'état d'esprit dans lequel on aborde les choses, et du coup c'est le même état d'esprit que ce soit pour le voyage ou pour le tourisme. Le slow tourisme est ce tourisme du temps choisi, gardant d'un ressourcement de l'être, entre parenthèses pause, déconnexion, lâcher prise, mais aussi et surtout bien-être, temps pour soi et santé, peu émetteur de CO2, respectant l'écosystème du territoire d'accueil est synonyme de patience, de sérénité, d'amélioration des connaissances et des acquis culturels. Beaucoup de promesses auxquelles le tourisme actuel ne répond pas trop. On va voir un peu dans une première partie l'impact du tourisme en France actuellement, et dans une seconde partie, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cet impact. Et vu la définition du tourisme lent, qui je trouve donne vraiment envie, on va se dire ok, en fait, toutes ces promesses bien-être et tout, et c'est aussi ça permet aussi de moins polluer et de faire attention à la biodiversité, etc. Donc c'est assez motivant, je trouve, pour aller dans un mode de vie plus durable. Et le seul truc, c'est que de nos jours, parfois la frontière, je pense, peut être un peu floue entre tourisme et je pars à un endroit, mais je télétravaille, et puis en fait, je vais voir ma famille, mais bon, j'en profite pour visiter des trucs, etc. C'est pas toujours hyper défini, mais justement, on va voir, du coup, plus dans la seconde partie, qu'en fait, ce certain flou fait en sorte
qu'on a moins, entre guillemets, de vrais voyages, de vrai tourisme qui ne se mélangent pas à d'autres activités forcément, quoi. Bon, passons à la première partie, l'état des lieux, que j'ai nommé les malheurs du tourisme de masse, en référence aux malheurs de Sophie, qui était victime aussi du tourisme de masse. Non, elle n'était pas victime de ça. Oh, victime de plein de choses, mais pas du tourisme de masse. Commençons par faire ce qui est facilement chiffrable, l'empreinte carbone. Du moins, c'est ce que je pensais, parce que je voulais en fait connaître l'empreinte carbone des Français qui vont faire du tourisme à l'étranger, plus les Français qui font du tourisme en France. Sauf qu'en fait, quand l'ADEME, etc., calcule l'empreinte enfin l'ADEME, juste l'ADEME, hein, parce que etc., j'ai fait que des chiffres de l'ADEME qui ont été repris par après Carbone 4, mais bon. Donc quand ils, les intelligents, font les calculs pour connaître l'empreinte carbone du secteur du tourisme, bah forcément, en fait, ils calculent que ce qui est sur le territoire. Donc ça va être l'empreinte carbone des Français touristes en France et des étrangers qui viennent faire du tourisme en France. Mais du coup, dans ma tête, je me suis dit, mais du coup, ça donne pas vraiment ce que... Enfin, ça donne ce qui est fait sur le territoire français, mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a beaucoup plus d'étrangers qui viennent que de Français qui partent? Et c'est un petit peu le cas, mais bon, en vrai, c'est presque pareil, donc les chiffres seront parlants. Mais c'est un petit peu le cas parce que, du coup, si le dénominateur commun, c'est les Français qui font du tourisme en France. Il y a 80% des touristes, 80% des Français qui voyagent en France et 20% à l'étranger. Donc déjà, c'est moins que ce que j'imaginais. Mais vous allez voir les chiffres, cette petite part fait quand même des dingueries. Et du coup, donc, sur 100% des Français, voilà, les Français qui voyagent en France représentent 80%. Et du coup, si on compare les Français qui voyagent en France, donc ces Français-là là, qui restent, qui voyagent en France, et qu'on ajoute les étrangers qui viennent, vous allez voir, après, tout va être plus simple. Vous allez comprendre mon raisonnement, et vous allez faire « Ah oui, d'accord », et après, vous allez voir les chiffres, et vous allez être là « Oh non !» Et après, vous allez vouloir faire du tourisme long, donc accrochez-vous. Mais donc, si les étrangers qui viennent en France additionnés aux Français qui restent ici, les parts changent. Et c'est 70% de Français qui sont... Enfin, sur tous les touristes en France, il y a 70% de Français et 30% d'étrangers. Donc, il y a forcément un petit peu plus d'étrangers qui viennent faire du tourisme en France que de Français qui partent faire du tourisme à l'étranger. Mais en même temps, on n'a pas forcément... Enfin, j'ai pas des chiffres aussi précis que de savoir, oui, mais dans cette part des Français qui partent, combien partent dans des pays lointains? Est-ce que les étrangers qui viennent ne viennent pas plus d'Europe, etc. Donc ça reste des ordres de grandeur, c'est des chiffres qui sont là pour ça, en fait, qui sont là pour donner des ordres de grandeur, mais qui n'ont pas vocation à avoir une précision folle, parce que finalement, on n'a pas vraiment besoin de précision, on a juste besoin de se dire, ah oui, ok, on a dépassé les bornes et on va détruire la planète. Bon, bah... Passons à un tourisme un peu plus vert. Mais du coup, le chiffre dont j'aimerais parler, en 2022, les émissions du secteur du tourisme en France, donc nos Français en France et les étrangers qui viennent en France, ont atteint, tenez-vous bien, 97 millions de tonnes de CO2 équivalent. Donc CO2 équivalent, pour rappel, ça veut dire on prend tous les gaz qui polluent, CO2, protoxyde d'azote, méthane, gna gna gna, bon je n'en connais que 3, alors je cite que 3, mais voilà. Et on les ramène en équivalent CO2, parce que le méthane, bah, par exemple, il pollue beaucoup plus, on dit ok, bon bah, 1 kg de méthane, ça fait 3 kg de CO2, hop, on ramène tout, et du coup c'est pour ça le petit E. Mais donc, 97 millions, bon en vrai, dit comme ça, on se dit, so what? Ça correspond environ à l'empreinte carbone annuelle de 10 millions de Français, donc soit un sixième presque, un septième, on est combien? On est 66 millions? Alors, on est 68 millions, donc presque un septième de la population. Pour donner aussi une idée de ce que ça représente, c'est responsable de 11% de l'inventaire national des émissions en France. Et là où c'est un peu dommage, c'est que le secteur du tourisme contribue à 4% du PIB. Donc il pollue beaucoup, mais il rapporte moyen. Après, il va peut-être rapporter un peu de bien-être, quoique,
le tourisme de masse, est-ce que ça rapporte vraiment du bien-être? Pas sûr. Mais donc, dans toutes ces émissions, on va un petit peu regarder qu'est-ce qui pollue le plus. Et vous l'avez peut-être vu venir, mais 70% des émissions, c'est la mobilité. 69 pour être exact. Et dans ces 69%, 29% c'est l'avion. Donc il y a certainement des voyages internes, mais je pense que c'est aussi beaucoup, du coup, compter les étrangers qui viennent en France. Mais bon, c'est quand même que 30% des touristes total, donc ça montre à quel point c'est énorme. Et là, j'ai appris quelque chose. Les chiffres sont bien détaillés. Et dans la part des émissions dues aux avions, donc 29%, il y a une division qui est 16% et 13%. Vous allez peut-être vous dire, enfin, peut-être quand je vais vous dire, vous allez vous dire, bah oui, on sait. Mais moi, je savais pas, j'apprends ça, je me dis, mais quoi? Donc les 13% sont dus à la production et combustion du carburant, à la construction d'infrastructures, donc les aéroports et les avions. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais 13%, c'est et le carburant et la construction, mais que sont les 16 autres pourcents? C'est pas genre 1%, c'est 16 autres pourcents. Et c'est les traînées de condensation qui sont obligées en fait avec la manière dont c'est fait. Et je me dis, mais je, je sais pas si je suis toute seule à pas savoir ce genre d'informations, mais je trouve ça quand même fou quoi de l'apprendre que maintenant. Je suis comme quoi, je reste encore sur les fesses de ces traînées de condensation qui représentent 16% des émissions du tourisme en France. Ces petites traces blanches là, mais en fait, c'est le diable. Ah, et tout à l'heure, j'avais dit, ah oui, on sait pas trop qui vient d'où, machin, mais en fait, si, un petit peu. Les visiteurs non européens représentent 3% des arrivées. Donc c'est vraiment très peu, déjà, c'est bien, ça veut dire que le 27% Enfin, que les Européens aiment voyager en Europe, mais sont responsables de 20% des émissions du secteur. Donc c'est quand même... là, je trouve qu'on se rend bien compte de à quel point c'est pas négligeable, quoi. Ensuite, quelque chose qui représente aussi et beaucoup d'émissions du secteur, toujours liées à la mobilité, c'est un tiers qui sont dus à la voiture, avec 26% liés au déplacement du lieu d'origine au lieu de tourisme, et 7% sur place. Donc c'est même un peu plus d'un tiers. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'évitable. Mais ça, j'en reparlerai. Et du coup, c'est beaucoup les Français qui restent et qui se déplacent en voiture. Et en fait, je pense que on a... Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup plus la notion d'à quel point l'avion, c'est mauvais. Mais là, on voit, bah, la voiture, c'est autant, quoi. Et l'autre jour, j'ai fait la fresque de l'écoféminisme. Et à un moment, ils en parlent c'est une petite aparté. Euh, En fait, quand on fait Paris-Marseille, par exemple, en avion, dans un avion normalement rempli, et ben on va autant polluer que quelqu'un qui, dans une voiture normale, essence, voilà, fait un Paris-Marseille seul dans sa voiture. Et alors que je trouve que enfin, prendre la voiture, on a l'impression... Enfin, en tout cas, moi, j'ai un peu l'impression que c'est moins grave alors que seul comme ça, on se dit c'est autant qu'un avion, alors qu'un avion, enfin, on sait quoi, à quel point c'est énorme, etc. Enfin, les chiffres sont fous. En même temps, c'est plus facile d'avoir un peu pour, entre guillemets, bouc émissaire l'avion, parce que bon, déjà, c'est très utile d'arrêter de prendre l'avion pour les émissions de CO2, mais parce qu'il y a plein de choses pour le remplacer ça. Alors que pour remplacer la voiture, c'est plus dur parce que la voiture permet d'accéder à des endroits qui n'ont pas accessibles par train, par exemple. Donc c'est... Alors que l'avion, tout est accessible par train en soi. Enfin, après, on peut partir à perpète, hein, mais tout est quand même accessible par train ou par bateau. Et bah, vous risquez des périls dans certaines régions, mais... enfin, certaines régions du monde, mais en soi, ça l'est. Mais je veux dire, quand on reste voyager en France, c'est beaucoup plus facile de remplacer l'avion que la voiture, quoi. Et du coup, c'est plus facile aussi de fermer les yeux, et même sans forcément le vouloir, et de se dire «Oh, mais la voiture, ça va, je ferai des blablacars». Bah, en vrai, c'est très bien de faire des blablacars. Ensuite, on a l'hébergement, l'achat de biens et l'alimentation qui sont responsables de 25% des émissions, donc c'est quand même énorme aussi. Enfin, parce que je trouve qu'on a beaucoup en tête aussi les activités touristiques qui peuvent être hyper émettrices en CO2 et tout.
Mais en fait, non, c'est pas tant que ça, quoi, c'est 3%. Alors que, respectivement, là, l'hébergement 8%, les achats de biens et les achats de biens 9%, l'alimentation 8%. C'est vraiment, je trouve, très révélateur de comment fonctionne le tourisme, quoi. Et du coup, mais par contre, une bonne nouvelle, je sais pas, parce que, en fait, depuis, comparé à 2018, ces chiffres de 2022, j'ai pas trouvé des chiffres plus récents, marquent une baisse, mais due encore au contexte Covid et à la diminution du coup des vols internationaux. Donc faudrait voir si après là, ils vont sortir une nouvelle étude pour se dire, ok, est-ce que cette diminution est restée ou est-ce que c'était vraiment juste ce contexte de Covid et que c'est reparti de plus belle. Et en tout cas pour le secteur, pour rester dans les accords de Paris, il faudrait baisser de 30 à 50% les émissions de CO2. Donc je propose qu'on se dise tous, passons à un tourisme plus vert pour rester dans les accords et en plus avoir peut-être des aventures un petit peu plus enrichissantes. Parce que pour le moment, il n'y a pas vraiment d'obligation sur le secteur, c'est un peu juste la bonne volonté des acteurs et des gens, comme vous et moi. Donc la responsabilité nous incombe de, de faire des vacances un peu plus cool. Et aussi quelque chose d'intéressant pour comparer, c'est la moyenne journalière de l'empreinte carbone de quelqu'un. Et du coup, la moyenne journalière annuelle, donc si on enlève dans cette année les vacances, elle est d'environ 20 kg de CO2 équivalent. Euh, Si on fait un tourisme, si on reste en France et qu'on utilise une voiture, la moyenne du coup journalière de pollution de nos vacances, c'est environ 32 kg de CO2. Et si on part à Perpète-les-Olivettes, c'est 300 kg. Donc là encore, je trouve qu'on se dit, ok, à quoi bon partir aussi loin si je suis responsable de la fin du monde? Mais bon, la fin du monde, on va pas la voir, nous, donc ça va. Mais la fin du monde pour nos générations futures, c'est pas très sympa. Enfin, quoique, on va pas la voir, mais il y aura quand même... on aura quand même pas la même qualité de vie. Parce que, bah, en fait, si on reste sur le tourisme, par exemple, un réchauffement de la planète, ça veut dire que déjà, il y a plein d'endroits où on pourra plus aller. Enfin, il y a des stations balnéaires où ce sera vraiment beaucoup trop chaud. Il y a des stations de ski il y aura juste plus de neige. Du coup, on sera là, mince, que faire? Et du coup, après, bon, bah, on va aller à d'autres endroits. Mais en fait, dès aujourd'hui, il faut un peu désengorger tous les endroits prisés, même si on se concentre que sur la France, parce que ça crée des pressions à certains endroits. C'est pas forcément toujours hyper bénéfique économiquement, alors que si on ventilait un petit peu plus sur la France, bah, il y aurait d'autres régions qui bénéficieraient un peu plus de l'élan économique du tourisme et il y aurait moins de pression sur les zones qui sont victimes selon les saisons aussi de toute cette affluence. Mais bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Quand on est en hiver, on a bien envie d'aller faire du ski et on va pas aller faire du ski. Et on va pas aller faire du ski en Bretagne, quoi. Donc, mais du coup, le réchauffement, ça crée aussi des problèmes sur les transports. Parce que il y aura de plus en plus de canicules, donc les routes, certaines pourront être impraticables, les chemins de fer pourront aussi être moins efficaces. Enfin, il y aura des glissements de terrain, la montée des eaux, etc. Enfin, en fait, tout, tout ce qui menace la vie en général, bah forcément, ça menace aussi nos vacances. Et vous vous doutez que le tourisme n'affecte pas que le climat. Toujours en parlant de ces régions qui sont sursollicitées, comme on est en vacances, on va moins faire attention, on va moins être respectueux de l'endroit où on vit, et du coup on va utiliser trop d'eau, ou on va pas faire attention à ses déchets. Et même si tout le monde faisait attention, en fait, comme c'est surpeuplé, et bah il manque d'eau, ou alors les eaux usées sont pas bien, peuvent pas être traitées parce qu'il y en a juste trop. Et du coup, pour répondre à tout ça, bah, il faut construire d'autres immeubles pour loger tout le monde dans les périodes de forte affluence. Et ça conduit à l'artificialisation des sols. La pire menace pour la biodiversité, l'artificialisation des sols. Forcément, il y a un appauvrissement de la faune et de la flore locale. Et local, mais du coup partout dans le monde, quoi, parce qu'il y a du tourisme, le tourisme est global.
Et du coup, ça rend après beaucoup plus difficile. Enfin, les services écosystémiques dont on dépend sont beaucoup plus difficilement possibles parce que bah si on artificialise tout, on aura plus ce lien à la nature parce que quand même ça fait du bien en vacances de se reconnecter avec le vivant et ça s'appelle la biophilie qui est en fait genre le besoin humain de contact avec la verdure, l'eau, les animaux, etc. Donc si c'est pas préservé, bah, on aura plus ça. Là, c'est vraiment concret. Mais aussi, il y aura forcément les eaux seront moins saines. Il y aura les plages seront beaucoup plus facilement victimes. Enfin, il y aura beaucoup plus d'érosion. Et en fait, pour l'impact aussi sur les populations locales est terrible parce que bah, le sol sera plus pollué, donc moins fertile. Il y aura encore une fois moins d'eau douce. Et donc ça, au niveau de la biodiversité, mais aussi pour les raisons... Il y a aussi des raisons économiques, sociales, de si on va trop à un endroit, bah, le prix des logements augmente pour les locaux, ils sont là, mais où est-ce qu'on va? Certes, il y a une création des emplois, mais du coup, il y a aussi une dépendance folle au tourisme. Et en fait, c'est tellement une machine, tout ça, que bah, il y a une perte pour les gens d'identité culturelle et tout tourne autour de ça et il y a et la qualité de vie est vraiment détériorée. Donc voilà, pour éviter le réchauffement climatique à 4 degrés et et l'effondrement de la biodiversité, nos modes de vacances actuels sont discutables. Ce qui est bien, c'est qu'on peut facilement le remplacer. Donc passons à la seconde partie. Nos actions ont de l'impact, les joies du tourisme doux. Dans cette partie, je vais essayer un peu de nous faire changer de regard et d'arriver à la fin à pas se dire ah mince, je pourrais jamais aller en Thaïlande en avion, mais de se dire mais quel bonheur, en vrai, pour 4 heures de train, je peux aller dans des paysages époustouflants. Là, moi, je parle personnellement de la Bretagne armoricaine. J'y suis allée une fois dans ma vie, mais il faut que je remette ça. Donc, je vais un petit peu parler à la fois bah, de ce qu'on fait actuellement et pourquoi c'est pas forcément le mieux pour nous. Et parce que bon, bah, pour l'environnement, on aura compris que c'est pas forcément le mieux. Et pourquoi on le fait aussi, d'où ça vient, etc. Et ensuite, est un peu mélangé à par quoi on peut le remplacer et vraiment tout ce que peut apporter un tourisme plus respectueux de l'environnement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup ce truc de oui, un tourisme plus respectueux de l'environnement, ça va être restrictif et tout, mais en fait, pas du tout. Et moi, je me dis, mais c'est même, faut un peu de courage pour vraiment le faire, parce que c'est pas facilité forcément de nos jours, quoique ça va, mais ça peut vraiment apporter un épanouissement dans nos vies qu'on n'aurait jamais eu. Donc j'ai hâte d'en parler parce que vraiment le voyage, en fait, l'aventure et la connexion à des modes de vie qu'on ne connaît pas, en vrai, c'est hyper enthousiasmant. Parce que faut aussi avoir en tête que nos vacances, et du coup, si jamais pendant nos vacances on voyage, nos voyages et nos visites et nos découvertes, bah c'est pas une fois dans notre vie, quoi. Je prône en fait que les vacances, ça peut avoir vraiment un énorme impact sur notre qualité de vie. Et si on répète des schémas nocifs pour nous, bah forcément notre qualité de vie sera, quand on va revenir dans notre quotidien, ce sera pas fou. En fait, on n'ose même pas finalement tellement on est matrixé par le tourisme de masse. Mais si on ose des vacances autrement, l'impact sur après notre bien-être de manière générale serait fou. Donc déjà qu'on soit clair, pour empêcher de telles émissions de CO2 de ce secteur-là, la solution c'est pas juste d'arrêter de voyager et d'arrêter de découvrir, parce que déjà bah, c'est un besoin, l'homme a besoin de découvrir d'autres horizons, de bouger, de se mouvoir tout court, mais même de se déplacer. Et avant le tourisme, en fait, on répondait plus à ce besoin d'aventure dans le quotidien, parce que aller dans le village d'à côté, ça pouvait parfois constituer toute une petite aventure. On se déplaçait plus pour les raisons économiques et religieuses, bon, bah, c'est encore le cas de nos jours, mais comme le en parlant de la mobilité, est fortement facilité. Se déplacer pour le travail ou pour aller voir ses proches,
c'est pas forcément suffisant pour combler ce besoin d'aventure. D'où bah, la volonté d'avoir des vacances qui, souvent, même si elles sont à perpète les olivettes, ne comblent pas ce besoin d'aventure. Parce que, bah, en fait, on aura quand même un transport qui nous porte de A à Z et où on n'a pas besoin de faire un effort, où on n'est pas soumis à des aléas, où on ne doit pas s'adapter. Si on essaye de s'imaginer un peu à quoi ressemblent des vacances classiques qui sont vantées, c'est on prend la voiture ou les transports pour aller à l'aéroport, on attend X heures dans les halls d'aéroport, on prend l'avion pendant X heures en regardant des films ou en lisant ou en écoutant de la musique ou en étant sur TikTok. Ah non, il n'y a, y a pas le droit à à la Wi-Fi. Je sais pas s'il y a de la Wi-Fi dans les avions maintenant. À mon époque, non, en vrai, j'ai pris l'avion il y a pas si longtemps que ça, mais à mon époque, il y a 70 ans, il n'y avait pas la Wi-Fi, on n'avait pas le droit. Le mode avion. Après, on arrive, on attend nos bagages, on sort, on prend un taxi jusqu'à l'hôtel. On se met dans l'hôtel, on va voir un peu, on visite l'hôtel, on va voir la piscine de l'hôtel. Oh tiens, il y a un accès plage. Et si on passait l'après-midi à la plage? On s'allonge sur la plage, on mange au restaurant de l'hôtel, on dort. Non, on fait une petite soirée sur la plage, on dort, on se lève, on va un peu à la piscine, puis on mange, puis on va à la plage, puis on mange, puis on dort. Oh tiens, et si on visitait? Ah oui, mais non, les vacances c'est fait pour se reposer. Viens, on va plutôt à la plage. Allez, allons à la plage. Non, en vrai, ça c'est peut-être un peu l'abus, mais je sais que y a des gens qui vivent ça. J'ai été témoin, mais sinon ça peut aussi être la même chose, mais après, on part de l'hôtel, on a loué une voiture, on va dans la ville voisine, on fait toutes les visites qu'il y a à faire. On revient à l'hôtel en voiture, stressé dans les bouchons. On mange au resto de l'hôtel. On dort. On repart le lendemain en voiture, visiter. Oh là là, non. En vrai je pense que j'exagère et qu'il n'y a pas de vacances type. Mais c'est souvent en exagérant comme ça qu'on n'est pas si loin de la vérité, quoi. Parce que même si les visites en soi, c'est pas mauvais, quoi. Il y a plein de choses hyper belles à voir et des choses mythiques, etc. Mais qui sont, à mon avis, un peu, comment dire, un peu surcotées dans le sens où, dans ma vie, j'ai quand même vu pas mal de choses, même si bon, je suis pas la personne qui a le plus voyagé, mais c'est jamais les... Enfin, par exemple, quand je suis arrivée à Paris et que j'ai visité, il y a rien qui m'a marqué, enfin, alors que c'est des choses que les gens voyagent des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres pour venir voir, par exemple, Notre-Dame. Mais, enfin, je veux dire, c'est bien, hein, c'est beau, mais il y a toute une émulation autour qui vaut pas la peine, quoi. En fait, tout ça, toute cette pollution pour voir un bâtiment, bon bah, c'est très bien, hein, c'est très joli, mais franchement, on a tellement de choses enfin, je veux dire, chaque pays regorge tellement de richesses que pourquoi aller voir les... Enfin, c'est comme les 7 merveilles du monde. Ben oui, c'est bien, mais bon, c'est tellement... En fait, c'est tellement juste une... un peu comme... Je le vois un peu comme une to-do, quoi, une checklist de... j'ai vu ça dans ma vie, voilà, je l'ai vu de mes propres yeux, quoi. C'est pas si bien, en fait. C'est pas nul. C'est cool de visiter, c'est cool de voir des monuments historiques, de s'intéresser aux choses, etc. Ça a du bon. Mais en fait, c'est tellement fait à la chaîne et tellement... Il y a tellement de monde, c'est tellement, je sais pas, impersonnel. Il y a tellement peu de connexion à la vie locale que ça en devient... même si on voit des choses différentes, c'est comme si enfin, c'est les mêmes visites qui se répètent à l'infini. J'en ai fait des visites dans ma vie et ça a jamais, pour moi, valu le coup. Ça a jamais valu le coup de l'attente. Ça a jamais valu le coup du prix. Et même si c'était... En fait, c'était beau, mais
il y avait aucune autre valeur, quoi, c'était juste et puis en vrai, beau, après c'est aussi, chacun a sa définition de la beauté, mais enfin, par exemple, moi, tous les soirs, je mon copain d'ailleurs, c'est à chaque fois, il est là: «Mais qu'est-ce qu'elle a?» Je suis enfin, peut-être pas tous les soirs, mais je suis souvent émerveillée par le ciel. Vraiment, je regarde le ciel et les couleurs et je me dis: «Mais c'est quand même un truc de fou, quoi, c'est vraiment hyper beau» et pourtant, c'est là pour tout le monde, c'est disponible pour tout le monde tous les jours et bon, bah, on en parle, hein, de la beauté du ciel et cetera, mais je veux dire, c'est on ferait pas ça nous viendrait pas à l'idée de bon, en même temps, c'est parce que c'est partout, mais ça me viendrait pas à l'idée de visiter un endroit enfin, quoique si, on visite des endroits aussi pour la beauté de la nature, bah, ça, je comprends un petit peu plus. La beauté des paysages, voilà, la beauté de l'endroit, mais je trouve que ça aussi, c'est un peu aussi pris dans le piège des touristes et le système, le parcours du tourisme, parce que, bah, en fait, il y a des endroits qui sont super beaux, mais du coup connus et qui deviennent, un peu enfin l'expérience en devient, moins bien parce qu'on est juste, bah, collé aux gens. On a fait tant d'efforts en fait pour aller voir quelque chose qui est magnifique, mais tant d'efforts dans le sens, enfin on a subi la foule, on a payé, on a fait des milliers de kilomètres pour ça et alors qu'en fait, il y a des endroits en fait, il y a tellement d'autres endroits sur terre qui sont peut-être moins grandioses ou moins je sais pas, mais qui sont tout aussi époustouflants et on n'en fait pas tout un plat, quoi. Je pense par exemple à ma je viens des Alpes et il y a des montagnes qui sont incroyables et bon, bah, tout le monde et beaucoup de gens y vont et cetera, mais c'est pas un, lieu touristique de fou alors que, bah, ce serait, vraiment le genre d'endroit où on monterait à 5 heures du mat, pour f voir un lever de soleil et ce serait incroyable et il y a ce même genre de choses dans les pays exotiques que les Français visitent et là, ils font l'effort alors que, bah, on pourrait vraiment le faire chez nous, quoi et c'est un peu dans ce sens-là, je me dis: «Mais on se rend pas compte de tout ce qu'on a et on veut toujours voir tout ce qu'on nous a vendu, en fait» et alors que bien souvent, moi, je remarque que dans mes expériences, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a touchée, ce que j'ai trouvé vraiment sincèrement beau, c'est jamais les choses qu'on m'a vendues comme, valant le coup et alors je sais pas si je suis une exception ou si c'est un peu ça, mais pour moi, c'est complètement lié au fait de d'avoir vécu ces choses sans que ce soit prévu et de m'être laissé surprendre, quoi. D'être tombée nez à nez avec quelque chose et de m'être dit: «Ah mais c'est vraiment incroyable». C'est comme à Paris, j'ai jamais voulu visiter quelque chose, juste parfois dans des rues, je tombe sur des trucs et je me dis: «Mais ça, c'est vraiment incroyable» et du coup, je profite et je me renseigne et cetera. Mais je veux dire, c'est et du coup, ça me fait plus une impression de découverte finalement, c'est juste ça. En fait, le problème avec les visites, c'est qu'on va apprendre, ce qui est très bien, mais qu'on n'a pas cette notion de vouloir découvrir par soi-même. On va être guidé dans toutes les choses et on va en fait, à aucun moment on va sortir des sentiers battus. Ça perd en fait l'essence de ce que devrait être le tourisme. Je parle pas du voyage parce que là clairement on n'y est pas du tout, mais si on se concentre juste sur, le séjour, notre zone de confort qui existe dans notre quotidien, le but du tourisme, c'est de sortir de son quotidien et de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à un lieu et en fait, dans le tourisme de masse, tout est fait pour que du moment où on parte de chez nous au moment où on revienne, notre zone de confort, on soit porté dans notre zone de confort et que notre cocon ne soit pas brisé. En fait, même, dans les pays, lointains et cetera, on peut vivre comme on vit chez nous. Il y a les mêmes enseignes et cetera, l'hôtel est fait pour et ce qui est, en agréable dans le sens où, bah, si on a juste envie de se reposer et qu'on veut vraiment juste, bah, passer des vacances à se prélasser, bah, c'est parfait. On est là, on arrive, la nourriture est faite, on peut juste aller à la plage et dormir. Mais du coup, genre, pourquoi ne pas le faire en France? Je parce que quitte à faire ça, autant, ne pas aller, genre, super loin de chez soi, si de toute manière notre but c'est de se reposer. Parce que ça, effectivement, tout le monde n'a pas le même besoin d'aventure. On peut avoir des personnes qui veulent partir, tous les 6 mois, faire 3 semaines, en backpack, à pied, à travers les Pyrénées et d'autres personnes qui n'ont pas un aussi fort besoin de découvrir d'autres cultures, un aussi fort besoin d'effectuer un voyage.
Et bah, pour ces personnes-là, se dire que, bah, en fait, mes vacances de rêve à moi, c'est pas d'aller à l'autre bout du monde parce que c'est bien vu, en fait. Voilà. Tu dis, je pars voir l'Himalaya, ou je sais pas l'Himalaya, mais je pars voir les chutes du Niagara. Bon, bah, trop bien, quoi. Incroyable. Elle est allée aux États-Unis, vers la frontière, machin. Elle a vu des chutes mythiques. Elle a pris son petit selfie. Oh, pardon, je suis un peu. Mais enfin, je veux dire, c'est très valorisé. Il y a ce côté de. Punaise, elle a le capital financier pour, un peu le capital culturel, elle va voir des chutes mythiques. Mais au fond de nous, si en fait on a. C'est juste. Mais en fait, faut être honnête avec soi et se dire, mais est-ce que j'ai fait ça pour vraiment découvrir à fond les locaux, etc. et faire un voyage en avion et je sais pas, peut-être qu'après sur place, faire un road trip dans la région ou un vélo trip et vraiment partir à l'aventure. Et il s'avère que bah, je suis passée à côté des chutes du Niagara, ou alors que c'était quand même un point que je voulais faire, et du coup j'y suis allée, ou j'ai vraiment organisé mon voyage autour de bah, j'arrive en avion le plus proche possible pour aller à l'hôtel le plus proche, je vais en voiture là-bas, je reviens. Enfin, c'est pas la même vision. Et si c'est la deuxième option, bah, en fait, c'est juste on n'a pas on n'a pas ce besoin de voyage et qu'on est juste parfois ces vacances, on n'est pas, on est un peu comme c'est bien vu de partir loin. Il y a un peu cette chose de ah mais tu fais rien cette année toi? Bah non, je me repose. Et du coup bah on va se reposer ailleurs quoi. Vu que c'est mal vu de rester chez soi à se reposer, bon, on va juste se reposer ailleurs. Bon, bah, c'est juste un masque, quoi. Et je suis contente parce que j'ai une connaissance l'année dernière, du coup, pour l'été dernier, qui me disait qu'elle, tous les ans, elle partait en dehors de la France, parce que sinon, elle avait l'impression que c'était pas des vraies vacances, quoi. Et elle disait que cette année, enfin, du coup, l'été dernier, elle était pas partie, elle était restée chez elle, et que c'était les meilleures vacances de sa vie. Que sincèrement, elle avait pu faire les choses qu'elle n'avait pas forcément le temps de faire dans son quotidien, qu'elle s'était sincèrement reposée, qu'elle avait même découvert je sais plus de quoi dans sa région ou quoi. Et en fait, ça fait plaisir des témoignages comme ça parce qu'on se dit, bah oui, en fait, si on est honnête avec soi et qu'on ose ne pas suivre un peu l'engrenage de la société qui est de il faut faire le plus de choses possible dans sa vie, il faut voir le plus de choses possible, c'est hyper bien vu de voyager, si t'as fait des voyages partout autour du monde, c'est parfait. On s'arrête aux apparences, quoi. On pose pas la question de mais comment t'es allé là-bas. Sur place, est-ce que t'as fait que des visites et te prélasser sur la plage ou est-ce que t'es parti plutôt en mode aventure. Et du coup, faut être encore une fois honnête et se dire, bah moi, sincèrement, est-ce que j'ai besoin de partir faire du tourisme tous les ans pour mes vacances? Est-ce que c'est quelque chose qui satisferait un besoin? Et si oui, est-ce que je peux pas le faire autrement? Parce que je me rends compte que finalement, depuis des années, à faire des vacances qui sont un peu typiques de ce qu'on nous vend, bah ce besoin, il est pas tellement satisfait, quoi. J'ai pas... quand ça me repose pas tellement déjà, parce que bon, il y a le stress des avions, etc., et de la foule. Bon, je vois des choses qui sont censées être mémorables, mais je me rends compte que ça me plaît pas tant que ça. Enfin, un peu se poser toutes ces questions-là et se dire, mais est-ce que ce serait pas est-ce qu'il serait pas temps de sauter un peu le cap et de me dire, bon, le modèle que je suis depuis toujours n'est peut-être pas celui qui m'épanouit le plus. Bon, je pars un peu dans tous les sens, j'ai un peu perdu le fil de mon épisode, même s'il n'y avait pas vraiment de fil, mais quand même un petit fil. Ah oui, j'aimerais quand même, du coup, parce que j'ai beaucoup parlé de surplace, mais j'aimerais absolument parler du trajet. Parce qu'en fait, et c'est ça qui pour moi est le plus difficile et que je n'ai pas encore énormément fait, même, voire pas du tout, oh là là, fait dans ma vie, qui est qu'en fait, on a énormément ancré en nous cette vision que le voyage et surtout la visite de la destination, alors que bah, littéralement non, c'est d'arriver de chez nous à la destination. Et en fait, je me rends compte que j'ai toujours fait des voyages un peu nuls. C'est-à-dire que les moyens de transport les plus rapides, si on regarde, bah c'est vraiment pas fou quoi. Prendre l'avion
Bon, j'ai pas mal critiqué déjà, mais enfin, je veux dire, pendant l'avion, il y a rien à faire. T'es là, tu mal aux oreilles, tu tu pas internet, bon, tu téléchargé des films. En fait, à part regarder des films, dormir et lire, t'es 12 heures assis, de manière enfin, du coup, c'est hyper sédentaire. Après, t'as mal et cetera. Enfin, c'est pas bon, hein, pour le corps de rester aussi longtemps assis, même si tu peux te lever pour aller aux toilettes et tout, mais bon, si tu au milieu de 3 personnes, c'est pas le mieux. Donc en vrai, c'est vraiment, après il y a des vols, peut-être moins longs, mais c'est vraiment quelque chose de pas très agréable et en plus, beaucoup d'attentes avant, beaucoup d'attentes après, une accessibilité souvent, pas très facile, en transport en commun. Donc après pour les déplacements sur place, ça rend la chose plus difficile et ça donne envie de louer, par exemple, des voitures. Le train, qui est de manière, si on parle que de l'environnement, beaucoup, beaucoup plus vertueux, mais pareil, en soi, la seule chose qui change, c'est qu'il y a des beaux paysages. Donc on a cette chose en plus des beaux paysages. Utiliser internet, on peut, même si, bah, c'est pas top parce qu'on avance, très vite et que ça capte la 5G un peu partout, donc c'est pas foufou d'utiliser internet. On a moins de douleur et je pense que les il y a plus de place, pour se lever et cetera. Donc voilà, mais ça reste quand même un moyen de transport où on est assis tout le long et où on doit faire silence. Après j'ai quelque chose à dire sur tous ces transports-là en même temps, la critique. Et finalement, la voiture qui a l'avantage d'être, insonorisée, donc on peut parler, plus librement, si on a des amis ou si on appelle quelqu'un ou si on veut chanter à tue-tête. Mais qui, du coup, isole un peu plus. L'ouverture à l'autre dans la voiture, c'est pas non plus, la meilleure des choses. Et qui, alors, si on est passager, on va avoir le mal du transport. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. D'ailleurs, j'ai déjà eu un petit peu le mal de transport dans le train, pour vous dire. Et voiture, transport le plus dangereux de tous les temps. Donc, niveau stress, c'est pas forcément le mieux, en plus dans les bouchons, etc. Et le conducteur, bah, il peut rien faire sauf conduire. Ce qui en soi est déjà mieux que de rien faire et d'être assis. Mais du coup, dans ce ne rien faire et être assis, personne ne fait ça. Personne ne prend le train, l'avion ou est en voiture. Alors en voiture peut-être un peu plus le passager parce qu'il y a le mal de transport. Mais en tout cas pour le train et l'avion, personne ne reste. Mais quoique même dans la voiture aussi, on va voir après, personne ne reste assis à rien faire. Parce que même si on est tout seul dans la voiture, on va reprendre dans l'autre sens. Même si on est tout seul dans la voiture, on va, par exemple, mettre de la musique, mettre la radio, mettre un podcast, cette vie est belle peut-être, appeler un proche, enfin je veux dire, c'est très rare d'être tout seul dans sa voiture et de juste, être en silence et de juste conduire. Après bien sûr s'il y a d'autres personnes avec nous, on parle et cetera. Et dans le train et l'avion, on se distrait de ne rien faire, quoi, parce qu'on est juste assis là, on peut regarder le paysage ou les nuages, mais bon, voilà. Et en fait, on passe notre voyage à faire autre chose, à regarder un film ou travailler parfois. Là, la frontière vie privée, vie perso, je vous vois. C'est souvent parce que moi je me reconnais là-dedans, hein, le train c'est vraiment quelque chose où je me concentre super bien donc je travaille, mais après bon, on va pas, c'est bien aussi, hein, ça permet de faire ça. Et donc en fait, dans ces moyens de transport-là, comme c'est nul en soi, que si on fait rien, bah, c'est vraiment l'ennui et la mort, on est obligé de se distraire de la chose. Et je me dis, mais c'est quand même terrible. Enfin, le voyage, de base, c'est censé être quelque chose où ça requiert un peu de courage, ça requiert de la capacité d'adaptation, ça nous rend un peu plus indépendants, ça nous demande de retenir certaines choses. Enfin, en fait, on fait plus fonctionner notre cerveau, on peut faire... Enfin, on est censé faire aussi des rencontres. Enfin, c'est quand on se déplace, bah forcément, parfois on croise des gens et on est censé faire des rencontres. Alors que là, tout est fait. Bon, déjà, dans la voiture, ben, c'est difficile de faire des rencontres, quoi. Ça passe un peu vite. Et dans les compagnons de voyage qui nous accompagnent dans le train ou l'avion, bah, je sais pas, dans les années avant, à mon époque, mais non, mais du coup, à l'époque des premiers avions, non, je sais pas, des premiers trains, je sais pas s'il y avait beaucoup plus de conversations entre les passagers ou si c'était aussi très
centré sur les distractions, si tout le monde avait son livre comme ça et personne se parlait. Mais j'aime bien imaginer que c'était quand même plus tourné vers l'autre et qu'il pouvait y avoir des discussions et des découvertes, etc. Alors que là, bah, vraiment, tout l'aspect du voyage, découverte, des lieux et des autres, où est-elle? Que ce soit avion ou train, c'est pas bien de dénigrer le train parce qu'en soi, c'est quand même incroyable de pouvoir aller aussi loin, aussi vite, en polluant aussi peu. Donc c'est vraiment très bien. Mais il n'y a pas ce côté concret de tous les bénéfices du voyage au sens littéral. Mais par contre, si on voyage à pied ou à vélo, et ben là, et ce que je n'ai jamais fait, et du coup, je suis jamais. J'ai déjà fait dans mes destinations et du coup, sur place, euh, tout à vélo ou tout à pied. Mais je n'ai jamais. C'est d'ailleurs ce que je fais la plupart du temps. Mais je ne suis jamais allée de mon lieu de vie à mon lieu de vacances en vélo ou à pied. Et en même temps, ça semble un peu, comment dire, extrême, quoi, parce que là, forcément, j'irai pas très loin, quoi. Je vais pas aller à pied en Nouvelle-Zélande. Mais en même temps, bah, je trouve que ça donne. En fait, ça rend le monde un peu plus grand de se dire, mais en fait, si je voyageais à pied, qui est bah, le voyage où je peux le plus euh, profiter des bienfaits du voyage, parce que bah, les autres, juste, on n'en profite pas du tout, et en fait, non, c'est les voyages où je n'ai pas besoin de me distraire du voyage parce qu'en soi, le voyage est bien, et ben c'est voyage à pied ou à vélo. Mais du coup, vraiment, ça rend même la France hyper grande, quoi. On se dit, mais avec ces divisions-là, mais il y a tellement de kilomètres à parcourir et tellement de villages et de contrées à fouler de nos pieds. Enfin, après, on peut aussi couper la poire en deux. On se dit, bah en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime voyager. Mais bon, j'ai déjà fait tout ce qui est autour de chez moi. Bah, en fait, je prends le train jusqu'à X. Et puis après, ma destination, c'est un autre X. Et bah, au mieux de prendre la voiture pour y aller, parce que c'est pas accessible par train, bah, juste je prends le vélo ou j'y vais à pied, quoi. Et ça semble un peu fou dit comme ça, mais en même temps, ça semble aussi un peu fou qu'on se dise voyager. Ah oui, moi je voyage, mais qu'en fait, on soit juste dans le train à regarder un film ou lire. Bah non, tu voyages pas, là, tu regardes un film et tu lis, tu te distrais du voyage même. Et c'est quand même grave, parce que déjà, j'avais fait mon épisode, là, addict aux distractions, et je trouvais ça grave d'être addict aux distractions dans son quotidien, parce que bah, c'est triste de vouloir s'évader de son quotidien, parce que si tu te distrais de ton quotidien, c'est que ton quotidien ne te plaît pas. Mais alors, pendant tes vacances, tu fais quelque chose qui est... Enfin, là, tu te sors de ton quotidien, donc le champ des possibles est ouvert, tu peux faire n'importe quoi durant tes vacances, et tu vas choisir quelque chose dont tu dois encore te distraire, pardon, parce que c'est nul. Moi, j'ai pas choisi cette vie, hein. Je veux pas passer ma vie à me distraire de ce que je fais parce que la société m'a dit «Ah, mais trop bien, va à Bali, quoi». Pff, on souffle. Enfin, je pense que c'est bien aussi parce que ça remet du concret dans ce qu'on vit. Quand on fait beaucoup de kilomètres en avion ou en train, c'est difficile de s'imaginer toutes les contrées qu'on a traversées. Et on a un peu cet effet téléportation. On sait pas vrai. Enfin, on peut découvrir encore. On peut encore faire du tourisme doux une fois arrivé. Mais je veux dire, tout ce qu'on a traversé, si on est en train, au moins on a vu un petit peu. Mais je veux dire, ça reste quand même vague et ça provoque un peu cette sensation de déconnexion et de pas bien se rendre compte de tout l'espace et le temps qu'on a traversé, quoi. Et je trouve ça bien d'avoir un voyage qui vraiment rend la distance parcourue et plus tangible et aussi montre un peu l'évolution des cultures. Parce que finalement, pourquoi ça devrait toujours être... Pourquoi les vacances... Enfin, du coup, dans nos vacances, si on décide de voyager et de faire du tourisme, pourquoi ça devrait toujours être... on voyage, du coup, on se rend à la destination en train, on visite et on revient. Et pourquoi ce serait pas un peu mélangé? Pourquoi ce serait pas... bah,
on part dans cette ville, on est flexible, on y reste tant qu'on veut. Puis après, ah bah en fait, on devait partir là, mais il y a tel habitant qui nous a dit que ça, en fait, c'était une vue beaucoup plus belle. Bon bah allez, on essaye, on part par là. Enfin, je trouve que ça rend l'aventure beaucoup plus excitante, la mémoire beaucoup plus vive sur les sujets. Et ça nous permet aussi, en fait, de découvrir l'évolution des cultures. Par exemple, là, moi, je suis à Paris. Imaginons, je veux visiter et comprendre la culture de la Bretagne, d'une ville en Bretagne, genre Quimper. Et bah, j'y vais en train, je comprends la culture locale, mais imaginez que j'y aille en vélo, bah en fait, toutes les villes que je vais visiter, si je m'imprègne à chaque fois de la culture locale, bah je vais un peu voir l'évolution et comment ça change et comment ça se forme pour voir, bah, pour me dire, ah punaise, bah en fait, c'est là, il y a ça en commun avec ça, mais puis là, ça se perd, et puis il y a ça en plus. Enfin, je sais pas, on se rend un peu plus compte de vraiment ce que les gens vivent. Et, et après, bah, faut aimer aussi être ouvert sur les autres et se dire, bah, peut-être que vous, je sais pas, hein, peut-être que vous aimez ça aussi, mais peut-être qu'il y a des personnes qui n'aiment pas voyager et faire du tourisme euh, dans les définitions que c'est, mais qui aiment aller à un endroit pour profiter euh, du climat ou des ressources qu'ils possèdent parce qu'on l'a pas chez nous. Et ça, en fait, c'est beaucoup ça, hein. Le tourisme de base, c'est, bon, certes, les visites et s'intéresser un minimum à la culture locale, mais aussi beaucoup, bah, juste les gens qui vont en Thaïlande, c'est aussi beaucoup pour profiter des plages paradisiaques, quoi. C'est un truc et des paysages qui sont qu'on n'a pas forcément en France, quoique, on va voir après. C'est pas vraiment du tourisme, quoi. C'est aller à un endroit pour profiter de ce que notre pays n'a pas. Mais bon, c'est aussi avoir une réflexion sur est-ce que ça, ce serait pas vraiment la quintessence de bah c'est encore pour profiter quelque chose, quoi. C'est une chose qui de base est tournée vers les autres, tournée vers la découverte de soi, vers l'amélioration, vers l'évolution mentale et physique aussi, parce que bah, marcher et faire du vélo, voilà. Ou faire du cheval aussi, on peut se déplacer à cheval, en vrai, mais trop bien, un voyage à cheval. Mais bon. Et donc tout ce qui est tourné vers ça, et ben en fait c'est juste maintenant, bah on profite de ce que nous on n'a pas. On a énormément de choses en France, hein, forcément on est un pays privilégié et riche, mais c'est pas assez pour nous Français. On veut aussi les plages paradisiaques. Bon, à un moment donné, en fait, c'est un peu superficiel, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est bien, je vais pas critiquer. Et franchement, moi aussi, en vrai de vrai, moi aussi, j'aimerais bien me baigner sur une plage paradisiaque. Ça me donne envie, sincèrement. Mais au point de le faire, oh là là, je ne pense pas, quoi. Enfin, c'est tellement... si c'était devant chez moi, très bien. Mais c'est tellement superficiel. Ça, en fait, c'est juste un désir et un plaisir facile mais ça me ferait aucunement évoluer, enfin, ma personne n'en serait pas changée, quoi. J'aurais juste eu accès à un plaisir facile, j'aurais passé du bon temps, mais à la fin, bah, pourquoi? Genre, toute cette pollution, toute cette destruction de biodiversité et cette exploitation des locaux pour un plaisir, pour aller sur la plage. Non, mais en vrai. Alors que je peux rester en France et vivre une aventure. Enfin, c'est quand même. Et en plus, tout en étant en sécurité, parce que bah, par exemple, je pense pas que dans tous les pays du monde, ce soit aussi facile qu'en France de vivre l'aventure. Enfin, je veux dire, en France, on peut facilement louer des vélos. Il y a des pistes cyclables des parcours à vélo à travers toute la France. On peut être hébergé dans tous les villages qu'on croise. Ou presque, hein, parce qu'après peut-être qu'il y a des hameaux qui disent non, non, nous on n'accepte pas les touristes, même ceux qui viennent à pied. Mais enfin je veux dire, c'est quand même un pays sécure, ouvert, et où on peut voyager en... Alors après, il y a toujours possibilité de se faire attaquer, hein, mais bon, on peut se faire attaquer chez nous aussi, hein, on n'est pas obligé de... C'est pas parce qu'on voyage qu'on a plus de chance. On a plus de chances de mourir en voiture, en tout cas. Mais enfin, je veux dire, faut en profiter un peu. C'est parce qu'il y a aussi cette notion de
Ah mais oui, mais enfin un peu cette course à tout voir, que j'en parlais un peu tout à l'heure, voilà, les 7 merveilles du monde, voir X, tout le monde parle des choses et bah, moi je l'ai vu. Ah là là, trop bien, tu et alors après moi je dis ça, mais moi je veux voir une éclipse solaire, mais c'est peut-être que les phénomènes, météorologiques ça compte pas dedans. Non mais en vrai, et l'éclipse solaire, je sais aussi au fond de moi que c'est un peu un caprice dans le sens, bah, voilà, genre j'ai envie de voir une éclipse solaire dans ma vie, mais je sais que c'est superficiel. Mais après, ce qui est important, c'est bon, déjà d'en avoir conscience et que ce soit pas sur tout, quoi. De pas avoir envie de tout voir, sinon, bah, ça veut dire quoi? Si tu un rêve, bon, bah, voilà, qui n'a pas un rêve superficiel? On va pas non plus arrêter d'avoir des rêves superficiels, mais c'est il y a une différence entre ça et la faire de manière raisonnable. Par exemple, je compte aller en Espagne, parce qu'il y aura une éclipse solaire en Espagne en 2026 ou 2027, je ne sais plus. Mais et voilà, je me dis: «Ah bah, c'est l'Espagne, trop cool». Mais si ça avait été aux États-Unis, j'aurais dit: «Bon bah, tant pis, quoi». Et c'est ça aussi, avoir la notion de s j'ai envie de le faire, si c'est possible, bah, let's go et si c'est trop loin, bon bah, je vais m'en remettre, quoi. Et donc dans ce truc de vouloir tout voir absolument dans sa vie, enfin déjà on sait très bien que c'est pas possible de tout voir dans sa vie, mais généralement, bah, c'est un peu les mêmes choses qui se recoupent, quoi. D'aller, voir le chute du Niagara, je sais pas pourquoi je sais que c'est exemple en tête, mais d'aller voir la chute du Niagara, d'aller voir les pyramides, d'aller voir la grande muraille de Chine et de visiter, je sais pas, tous les pays du monde, et en fait, comme de toute manière on peut pas tout voir, on oublie forcément des choses. Et bah par exemple, si on fait jamais de tourisme doux, si on prend jamais notre courage à deux mains et qu'on se dit OK, pour mes vacances, je fais Paris-Brest à vélo et advienne que pourra, c'est ce que je compte faire. Spoiler! Avec mon copain, j'espère qu'on le fera, mais je pense, hein, en tout cas, on est motivés. Mais du coup, donc si on n'a pas l'intention de faire ça, bah, on n'aura pas fait ça non plus, quoi. On n'aura pas, découvert tout ce que les régions qu'on traverse en passant de Paris à Brest ont à nous offrir. Parce que si on visite enfin, je veux dire, cette truc de: «Ah, j'ai fait tous les pays du monde». Comment ça, t'as fait tous les pays du monde? Tu à pied et t'as sillonné tous les villages de tous les pays du monde. Enfin, chaque village et chaque contrée, je sais pas, j'aime trop utiliser ce terme parce que ça fait un peu voyage, aventure, des légendes arthuriennes et tout. Mais du coup, chaque village, chaque contrée a quelque chose à offrir à des gens, à des personnes à découvrir. Et du coup, c'est un peu, je me dis, bon, bah déjà, essayons de découvrir la France, essayons de découvrir l'Europe. Enfin, si on arrive en une vie déjà à sillonner toutes les contrées européennes, ce serait beau. Mais donc voilà, se dire que, bon, déjà, être en paix avec le fait qu'on ne pourra pas tout faire, et du coup, partant de ce principe qu'on ne pourra pas tout faire, bah peut-être se concentrer sur ce qui est à côté de chez nous, parce que bah, de toute manière, on peut pas tout faire, et que ce qui est à côté de chez nous est peut-être aussi très dépaysant. On se rend pas compte aussi de même en France, à quel point ça peut être dépaysant. Parce que souvent dans les pays étrangers, en fait, ce qui est dépaysant, c'est les paysages, mais souvent le tourisme de masse est concentré dans les grandes villes. Et les grandes villes, entre elles, ne sont pas forcément dépaysantes. C'est surtout dans les campagnes qu'il y a plus de diversité culturelle. Et du coup, visiter une campagne japonaise, par exemple, c'est mieux qu'aller à Tokyo, même si, bon, Tokyo est peut-être, je sais pas, enfin, chaque grande ville apporte quand même son lot de différences. Mais je veux dire, on sera peut-être plus imprégné dans la culture japonaise. Quoique les deux sont à faire en vrai. Peut-être que le Japon c'est un peu. Quoique si, oui, oui, je maintiens. Mais très certainement que bah, du nord de l'île du Japon au sud, bah, la culture dans les campagnes n'a rien à voir, quoi. Alors que d'une ville à une ville, les différences sont peut-être moins marquées. Il y a plus forcément de. Il y a la mondialisation qui est passée par là, plus de standardisation. Et du coup, en France, on oublie en fait que c'est un pays avec une histoire folle, quoi, et que pareil, du nord au sud, bah, il y a tellement de diversité culturelle, tellement de choses à apprendre, à découvrir que... Et en plus, on pourrait le faire sans s'en distraire. Et du coup, je trouve ça intéressant aussi de se demander, par rapport aux distractions, forcément, parce que les distractions, c'est certes dans le voyage, mais aussi dans après la découverte du lieu où on est. Elles existent, elles sont partout, de toute façon on les a dans notre mode quotidien, donc elles vont pas disparaître.
Mais après, je dis ça, mais moi, je suis vraiment pas du tout exemplaire là-dessus, hein. En plus, je fournis les distractions. Non, mais parce qu'elles sont pas à jeter, hein, il faut nuancer. Mais je me dis quand même, en vacances, quand on prend des vacances, quand on veut s'éloigner de notre quotidien, quand on veut sincèrement se reposer, se ressourcer, c'est le moment de l'année pour se défaire de toutes ces distractions et de sincèrement vivre le présent sans rien d'autre. Et du coup, de se dire, mais si pour mes vacances, imaginons on dit, ah, j'ai trop envie de partir là pour mes vacances. Et là, on te dit, ok, t'as envie de partir. Mais si tu n'avais pas ton téléphone, bon, on te donne des cartes et tout, hein, mais si tu n'avais pas tout ce qui te distrait sur ton téléphone, pas ton ordinateur, pas tes jeux vidéo, pas de livres, pas de musique, pas de... Qu'est-ce qui distrait encore? Pas de magazine, pas de Walkman, pas de MP3, pas de tricot. Enfin bref, pas de distraction, parce que bah, les vacances, c'est pas fait pour se distraire, c'est fait... les vacances, c'est fait pour se reposer, pour découvrir, etc. C'est pas fait pour finir son travail, c'est pas fait pour finir son projet de tricot, etc. Ça, c'est fait dans notre quotidien. Enfin, si, idéalement, hein, si on arrivait à bien départager nos vies et que quand on prenait des vacances, c'était vraiment sincèrement des vacances entièrement focus là-dessus. Est-ce que vraiment on partirait où on voulait aller de base? Faut se poser la question, est-ce que sincèrement on ferait du coup tout le trajet qu'on avait prévu? Est-ce que sur place on aurait envie de, au-delà de se prélasser sur la plage, de sincèrement découvrir cette culture-là? Enfin, du coup, un peu remettre au final le voyage dans le sens qu'il a. Et, bah, je pense que effectivement les trajets et les lieux de destination ne seraient pas forcément les mêmes. Et après, c'est pas une mauvaise chose non plus en soi de se dire, d'être honnête avec soi et de se dire, bah finalement, en fait, le voyage, bah c'est pas forcément fait pour moi, mais du coup d'être honnête dans le sens, mais du coup, bah c'est un peu, parce que c'est un peu hypocrite de partir loin sous prétexte qu'on voyage et qu'on aime découvrir des cultures, alors qu'on sait au fond de nous que c'est juste pour garder notre confort et juste se reposer dans un endroit cool, quoi. Et de se dire, ok, bah en vrai, si mon but c'est juste de me reposer dans un endroit cool, bah je peux rester en France, quoi. Je peux voyager en train et je peux rester en France, ça me coûtera le même temps, peut-être le même prix, mais je ne pense pas. Et je pense que rester en France, c'est quand même beaucoup moins cher. Et la planète s'en portera mieux. Et vous aussi, il y aura moins... Enfin, vous, je sais pas, hein, je sais pas si vous faites ça, mais enfin, en tout cas, il y aura moins de coûts, moins d'énergie investie. Et pour, au final, à la fin, la même raison qui est de juste s'éloigner de notre lieu de vie pour pouvoir mieux déconnecter. Ça, c'est un challenge, hein. Moi, là, je vais faire, du coup, la semaine à Constance. Et j'ai prévu de ne pas prendre mon ordinateur, même pour le train, pour ne pas être tentée. Et du coup, bah, par exemple, lire, parce qu'après, il y a différents niveaux de distraction, et du coup, lire, c'est un peu moins terrible. Mais c'est dur, hein. Là, je vais le faire, mais c'est... Je vais être là, mince. Ou noter mes idées. Je prendrai un petit carnet pour noter mes idées. Parce que j'essaye de pas trop le faire sur le téléphone, ça me... C'est pas facile, hein. Franchement, la société nous facilite pas la vie sur la déconnexion. Et aussi, du coup, pour continuer sur ce truc d'honnêteté, je pense que les personnes qui partent loin, et qui reviennent et qu'on leur dise alors, c'était comment? Et qui sont pas partis longtemps, c'est avec le coût, l'énergie et tout investi, je pense que c'est difficile de dire c'était nul. Et j'ai des amis qui ont fait ça, qui sont partis en Nouvelle-Zélande avec plein d'étoiles dans les yeux et qui en fait se sont dit bah ces paysages-là on en retrouve en France et en fait c'était bien mais ça valait pas du tout le coût et l'énergie investie. En fait, c'était très dur de sortir des sentiers battus et de faire du tourisme doux. Et vraiment, mais énormément de transport, et très cher, pour certes des beaux paysages, mais enfin, tout ça pour ça, quoi. Et je trouvais ça honorable de leur part, parce que bah, en général, on dit pas que c'était nul, on se dit non, non, j'ai payé tout ça, j'ai économisé tout ce temps pour faire ce voyage dont tout le monde me vante les mérites.
Et je trouve que ça a bien leur témoignage, parce que ça peut-être que grâce à des témoignages un peu plus honnêtes, comme ça. Après, bon, il y a certainement des gens qui sont partis en Nouvelle-Zélande et ça, le voyage de leur vie, et ça a tout changé, et c'était très bien, hein. Mais je trouve ça bien qu'il y ait des personnes qui disent bah, que en fait, ça valait pas le coup, parce que ça permet à d'autres personnes de pas forcément tomber dans le panneau. Parce que forcément, toutes les personnes qui vont à un endroit loin, etc., disent que c'était incroyable et qu'elles veulent y retourner et que machin. Et si 70% d'entre elles sont juste dans le déni parce qu'elles ont trop payé, après ça en embarque d'autres pour rien, quoi. Et forcément, ma génération et la suivante, et la génération X surtout, enfin, ma génération et aussi un peu la génération Y et la génération qui arrive, la génération alpha, qui d'ailleurs s'arrête en 2025, donc j'ai hâte de savoir le nom de la prochaine génération, la génération des perdus. Il y a une génération qui s'appelle comme ça, c'est la génération Lost Generation, je crois. Les pauvres. Ils sont juste morts depuis trop longtemps, on a dit, hein. Lost Generation. C'est la génération, je crois, au début du XXe siècle. Donc on n'est pas aidé par les réseaux sociaux. Mais oui, j'en parle. Tout ce qu'on nous vend sur les réseaux, on le sait. En plus, on sait que c'est des images filtrées, que c'est pas comme ça dans la vraie vie, qu'avec un téléphone, on peut capturer les endroits sans la foule. Tout est magnifié, tout est enjolivé. C'est pas réel et on le sait, mais ça donne envie. Même moi, alors, je vois pas énormément de contenu comme ça, mais je vois ce que c'est et ça, sincèrement, ça donne envie d'aller dans des endroits. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi le contre-courant de faire ce même genre de vidéo en France pour donner envie pour la France. Mais quoique, bon, ça c'est aussi le comble, c'est qu'en fait, il y a énormément d'étrangers qui voient des vidéos comme ça de la France et qui viennent et qui disent «Oh là là, France, c'est so great!» Et nous, on est là, mais comment ça, voyager en France, trop nul, qui nous saoulent ces écolos à vouloir nous restreindre et tout, alors que genre la France, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une influenceuse qui avait fait une vidéo, elle avait visité énormément de pays, et pour le coup, visité plusieurs régions de chaque pays, etc. Et elle avait dit, mais de loin, la France, c'est le top 1, vraiment, chaque région est tellement différente, tellement riche, machin. Elle avait saucé la France et moi j'étais là, mais on a quand même de la chance d'être écolo en France parce qu'on peut voyager, faire. Et d'ailleurs aussi, j'avais vu un livre chez Nature et Découverte qui en fait reprenait tous les endroits du monde un peu hypés et montrait l'équivalent en France. Et parfois c'était même plus beau et je me disais, mais oh là là, la France, faut que j'achète ce livre parce que je trouve ça dingue de pouvoir visiter le monde en restant en France. Donc je pense qu'il doit encore y être à Nature et Découverte, il n'y a pas 36 000 livres. Mais donc voilà, je trouve ça quand même aussi sympa de se dire, mais on a énormément de choses à visiter. Et je pense très sincèrement que si on reste dans les circuits touristiques en France, c'est très difficile quand même de se rendre compte de cette richesse et que le voyage à vélo notamment, le train trip, ça peut être pas mal aussi parce que bah, on voit quand même plus de paysages qu'en voiture. Après, le road trip, c'est bien parce qu'on peut aller sur le départemental, mais niveau CO2, pas fou. Mais du coup, le mieux, c'est le vélo trip. Non, mais ça, franchement, si je fais. Parce que il y a aussi un problème. Attendez, je parle du problème principal. Le problème. Non, mais ça, je pense que c'est le problème principal qui empêche le tourisme doux de surpasser le tourisme de masse. Parce que tous les arguments sont pour le tourisme doux. Ouverture d'esprit, machin, machin. Mais il y a quelque chose qui, par-dessus tout, le rend difficile, c'est le fléau du 21e siècle, la sédentarité. Mais oui, la sédentarité, j'en parle, parce que en fait, bah, on est juste trop faible. Parce que clairement, pour moi, le frein principal au vélo trip, c'est de me dire, mais est-ce que je vais tenir en fait? Est-ce que je vais réussir à faire 2 semaines où je fais... Après, on peut choisir des étapes plus ou moins longues, mais à faire 2 semaines où tous les 2 jours ou selon les étapes qu'on fait, j'arrive
vraiment à faire du vélo, quoi, et à me déplacer. Genre, est-ce que j'ai la force? Est-ce que je suis assez en forme pour ça? Alors que je fais du yoga, je vais reprendre la gym, je marche tous les jours. Enfin, je suis quand même euh, pas l'exemple même de la sédentarité. J'ai quand même des muscles, j'ai pas de problème de poids. Enfin, je suis quand même quelqu'un qui est censé pouvoir se dire non mais je vais aller faire du vélo et tout, mais pourtant j'ai un peu ce truc de en vrai, je sais pas si mes muscles ils sont tout petits quoi. Comment est-ce que ça va sur le vélo? Est-ce que je vais réussir à avancer? Et enfin sur la durée quoi aussi tenir. Et je me dis mais en même temps c'est fou de me dire ça, quoi. De me dire que à 24 ans, je suis pas cap... Enfin, j'ai cette peur-là, alors que je suis censée être au top de ma forme, quoi. Peut-être pas au top de ma forme, mais en fait, littéralement voyager, du coup, à pied, à cheval ou à vélo, c'est pas censé être un défi sportif. Et sauf que dans nos sociétés où le travail sédentaire est monnaie courante, et ben en fait, pour beaucoup de personnes, c'est un défi sportif. Et c'est ça qui, je pense, freine la chose. C'est que, après, bon, il y a le train. Donc, ça sauve quand même un peu des vies, le train. Mais heureusement. Mais du coup, si on veut se déplacer de manière durable, et qu'on est sédentaire, et qu'on n'est pas en forme, en fait, qu'on n'est pas en bonne santé, et ben ce sera beaucoup moins accessible. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est de se dire, mais quoi de mieux que des vacances pour se lutter contre la sédentarité? Enfin, je veux dire, si on veut vieillir en bonne santé et qu'on a peur de faire 2 semaines à vélo, c'est peut-être mauvais signe. Si on se dit, ah mais non, moi je peux pas faire des vacances sans prendre la voiture ou l'avion et tout, la moyen de transport terrible, c'est que bah, on va pas vieillir, c'est sûr, on va pas vieillir en bonne santé, on aura des douleurs, on aura machin et tout, on sera des vieux, pas en forme. Et sauf que moi, j'ai pas envie d'être une vieille pas en forme, j'ai envie d'être une vieille qui part en découverte toute sa vie, quoi. Genre, j'ai pas envie de juste à un moment être trop vieille pour me... Bon, à un moment, je serai, hein, si je vis 120 ans, peut-être qu'à 110 ans, je serai là, non, non, là, je suis trop vieille. Mais enfin, j'ai pas envie qu'à 60 ans, je me dise, bah, c'est la fin pour moi, quoi. Je serai même pas à la retraite. Si tant est que la retraite existe encore à ce moment-là. Mais du coup, voilà, je trouve ça quand même positif. Enfin, ça empêche, c'est un frein. Mais en même temps, bah, les vacances, c'est aussi le moment de se dire, bah, peut-être que je passe au-dessus de ça et que j'essaye de me remettre au sport. Et du coup, à la fois, je voyage et je découvre des personnes et à la fois, je prends soin de mon corps. Et du coup, au niveau bien-être, ça monte en flèche. Et aussi de se dire, bah, déjà de faire attention à qui on part, parce que si on part avec un fou comme mon père, qui est pour le coup en forme, on risque effectivement de souffrir, mais de se dire, bah ok, en fait, je peux partir avec quelqu'un qui a à peu près le même niveau que moi, comme ça, et on se met pas la pression. C'est pas on le prend pas en mode défi sportif. On se dit, mais même si on fait 15 km à vélo, bon, c'est déjà beaucoup, mais on va prendre moins 10 km à vélo tous les 3 jours et profiter à chaque fois de là où on est et de revenir parce que bah, on n'a pas des vacances éternelles, bah ce sera déjà mieux que rien. On aura quand même fait un voyage. On n'est pas obligé de faire 50 km à vélo par jour. Parce que de toute manière, le but, c'est juste de se déplacer tout en voyant des choses bah déjà sans vitre qui nous séparent et en pouvant s'arrêter quand on veut, en pouvant échanger directement avec les personnes qu'on croise, en pouvant s'arrêter littéralement où on veut pour le logement, enfin où on veut. Après il y a des zones où par exemple on peut pas faire du camping partout ou alors il faut bien un village qui nous accueille, mais en fait on a une liberté, on perd un peu la liberté du voyage. Le voyage, enfin, c'est le moment où on est censé être libre. On part en vélo, on est là, je trouve ça bien de se dire, mais en fait, on part et peut-être qu'on a quelques étapes clés, mais on se dit, mais là, je sais pas forcément où je vais dormir. Alors, du coup, ce sera pas. Faudra plus compter sur peut-être les chambres d'hôtes ou quoi, ou les choses qui se réservent pas à l'avance, quoi. Mais je veux dire, cette sensation de liberté de toute la journée, déjà, pas être sur son téléphone, de parler aux gens, de voir des paysages, etc. Mais si on fait 10 km en vélo, on aura ça aussi. On n'est pas obligé de battre des records, on peut juste bah, faire à son rythme. Finalement, tout ça pour dire quoi? Pour dire on peut juste
voyager à son rythme et si on décide même de partir à pied, il existe des voies d'andonnée où les refuges sont, assez, fréquents ou alors même, on peut marcher à travers la France, sans forcément avoir et tout en prenant des chemins sympas, sans forcément parler de refuge, hein ou alors pareil en vélo, sans se mettre la pression quoi, en faisant, ce dont quoi notre corps est capable. Le principe même est que chaque expérience est fait avec spontanéité. C'est fait avec: «Ah mais là, ah mais ce serait trop bien de s'arrêter là» ou «Ah punaise, mais tu devrais pas trop, lire pendant 2 heures, dans ce petit champ et tout, ah bah voilà». Enfin c'est pour moi, c'est des aventures comme ça qui donnent envie et qui sont enrichissantes, quoi. Et je pense que faire des voyages comme ça, donc de tourisme doux, ça permet enfin, c'est même sûr, en fait, ça permet, de beaucoup plus être ouvert aux autres, de moins avoir peur de l'autre, de parler aux gens, de manière beaucoup plus facile. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes, plus âgées que moi, mais vraiment, genre à partir de 50 ans, surtout la génération de ma grand-mère, je pense, enfin ou même du coup peut-être 70 ans, ont énormément de facilité à parler aux inconnus et je sais pas si c'est l'âge ou si c'est juste que, bah, à leur époque, en fait, il y avait moins cette crainte de l'autre et je pense que très sincèrement mais quoique même mes parents aussi et très sincèrement, avec les réseaux et tout, il y a énormément cette crainte de l'autre et du coup de un peu passer le cap au niveau des juste de ces vacances et de faire des voyages où du coup on va parler et cetera et bah, ça enlève un peu cette crainte et peut-être qu'au quotidien, l'ambiance serait moins tendue. Et du coup, évidemment, je me suis fait emporter, par mes propos. On va un petit peu parler de pourquoi, de nos jours, le tourisme de masse est vu un peu comme la meilleure manière de faire les vacances. Comment ça s'est implémenté dans nos vies, un peu l'histoire, quoi. Au XVIIIe siècle est né un peu le tourisme, qui était pour le coup plutôt climatique, donc un peu ce que je disais tout à l'heure, d'aller, aux endroits pour profiter de ce qu'on n'a pas chez nous. Donc là, c'était beaucoup l'aristocratie et la royauté anglaise qui allait, dans le sud, à Hyères et cetera, pour profiter d'un climat plus chaud. Puis dans les années 1840, ça a été le développement des chemins de fer qui a permis aussi du coup de développer des stations balnéaires, des stations thermales et des stations, pour faire du ski. Je sais pas si, ils faisaient du ski. Si, ils faisaient du ski à l'époque, je pense. Mais aussi, enfin, les jeux d'hiver, quoi. Enfin, pas les jeux d'hiver, les activités d'hiver. Donc là encore, réservé aux riches, quoi. Mais ce n'est rien face à l'instauration des congés payés en 1936, qui a permis à tout le monde d'accéder aux vacances et du coup à fréquenter les lieux développés juste avant. Et en plus, le développement du parc routier, de l'automobile, etc. Ça a aussi, en fait, voilà, après le 30 glorieuses, vraiment la création du concept du tourisme de masse où tout était inclus, tout était prévu pour le touriste. L'accueil, tout est pensé pour que la personne ne sorte pas du circuit et dépense un max, donc les rouages qu'on retrouve de nos jours. Et en fait, comme ce modèle perdure depuis 80 ans, bah, c'est un peu ancré que c'est la meilleure manière de passer ses vacances. Et surtout que c'est hyper facilité et on n'a pas la fatigue du choix. Comme le circuit est un peu tout pensé pour le confort du touriste, bah c'est agréable quoi de se faire porter et donc ça va être difficile de remettre en cause un modèle qui, par apparence, est bien pour nous puisque privilégie notre confort et nous évite de faire trop de décisions. Sauf que forcément, bah, y a des problèmes de pas développer son goût de l'aventure quoi de pas avoir une meilleure santé parce qu'en fait si on fait tout en avion voiture on reste certes dans notre zone de confort mais surtout dans notre zone de sédentarité et surtout que ça enlève énormément le côté le tourisme c'est pour découvrir d'autres personnes parce qu'en fait on va beaucoup découvrir des lieux mais c'est centré sur soi dans le sens où bah, ce sera notre souvenir, voilà, on va prendre 36 000 photos. Et d'ailleurs, les photos, ça, je ferai un épisode sur les photos parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais. Et en fait, Et en fait, ça va encore avoir cette chose de se recentrer sur soi, ses besoins, ses désirs, etc. Et du coup, bah, l'aspect découverte des cultures, elle est bien moindre, parce que certes, c'est bien de visiter, mais
c'est autant lire un livre d'histoire, quoi. Si on est sur place, c'est avant tout pour communiquer avec les personnes locales. Et je pense aussi qu'il y a cette chose de... C'est plus facile de découvrir la culture locale d'un village, par exemple, que d'une grande ville. Parce que dans les grandes villes, il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas du tout rattachées à la culture locale. Enfin, par exemple, moi, si on me demandait ma culture locale, bon, après, je suis là que depuis 2 ans, mais c'est... Enfin, je veux dire, il y a très peu... il y a aussi un détachement des populations même de leur culture, parce que bah, elles ont déménagé, machin, etc. Et du coup, bah, si t'as pas une vraie personne de la ville, bah, t'es un peu... c'est difficile de découvrir, parce que bah, personne n'est là pour t'en parler, quoi. Mais bon, après, du coup, il y a toujours des gens, et c'est aussi une question de chance, et d'aller dans des endroits qui semblent pas hyper touristiques, mais c'est pas si évident, je pense. En fait, et juste pour revenir vite fait sur les visites, je pense que ce qui m'énerve pour les visites, c'est que c'est toujours le but. C'est toujours ah, mais t'es allé là, mais t'as pas visité ça. Bah ouais, mais enfin, j'ai vraiment été imprégné dans la culture de tel village et tout. Et en fait, comme c'est moins palpable, comme tu peux moins le prouver par photo, et ben c'est un peu. Bon, après, par tes récits, tu peux faire en sorte que ce soit qu'on comprenne mieux du coup ce que tu as vécu et ce que ça t'a appris. Mais je trouve que c'est un peu. Comme en fait, c'est moins valorisé, il faut le dire, hein, c'est moins valorisé. Et parce que parce que plus complexe finalement. Et du coup, bah, les visites, ça devient automatique. Voilà, c'est parce qu'en fait, aussi, on attend, il y a un peu une attente de ah, t'es allé là-bas, mais du coup, t'es allé visiter ça. C'est un peu une attente sociale, et ce qui fait que bah, du coup, oui, bah, tout le monde en parle, bon, bah, je vais y aller, quoi. Alors que, bah, peut-être que c'est pas forcément le but du tourisme, quoi. C'est bien, mais enfin, je veux dire, les locaux, en général, eux, ils sont pas allés, c'est pas là qu'on va les rencontrer. En fait, c'est dans tout, hein, vu que c'est une construction sociale, on a un automatisme sur tous ces sujets-là. Et c'est bien beau de dire, oui, bah, il faudrait faire du vélo, machin et tout. Mais en fait, on se rend compte que de partout, que ce soit la manière de voyager ou la manière de faire du tourisme, de tourister, j'allais dire. De partout, on est imprégné des modèles de notre famille et des personnes autour de nous. C'est assez difficile de prendre du recul et de se dire, ok, est-ce que c'est vraiment moi qui le veux, ou est-ce que c'est ma construction, est-ce que ça m'apporte pleinement satisfaction, ou c'est encore quelque chose que je fais parce que c'est bien vu, parce que aussi il y a le truc de la richesse, de voilà, bon, on va voir que j'ai les moyens et tout, parce que machin machin, enfin, des raisons superficielles, ou parce que vraiment j'aime faire ça, genre c'est quelque chose que j'aime profondément et dont j'ai pas besoin de me distraire. Enfin, la pression sociale, c'est difficile, enfin, pas forcément la pression, mais la construction sociale, parce que bah en fait, moi par exemple, j'ai eu la chance, petite, quand j'allais en vacances, bon là j'étais dans la maison de ma grand-mère, c'était toujours au même endroit, c'était en France, et en fait, sur place, avec mes parents, on faisait tout à vélo. Et on prenait jamais la voiture, on faisait tout à vélo. La seule fois où on a pris la voiture, c'était quand j'avais une otite pour aller m'amener chez le médecin. Pour dire. Et du coup, pour moi, ça semble évident. C'est un modèle de vacances que j'ai vécu, que j'ai apprécié, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai des facilités à prôner ce genre de choses. Et alors, je l'ai pas fait au niveau du voyage, hein, on y est allé pas en vélo ou à pied, ou à cheval, mais je l'ai fait au moins sur place, donc je vois que c'est possible et que j'ai des super souvenirs, quoi. J'ai des souvenirs précis de la région, et enfin c'est vraiment quelque chose pour laquelle je suis reconnaissante. Mais donc moi j'ai un peu de la chance, parce que bah, je pense que pour beaucoup le modèle dominant a été de quand on va quelque part, on fait tout en voiture, quoi. Et moi j'ai des parents aussi qui m'ont pas amené aux quatre coins du monde, et du coup j'ai pas fait énormément de pays dans ma vie. Et j'étais d'ailleurs pendant très longtemps, je me disais ah non, j'ai pas de chance et tout. Et après là maintenant je me dis ouf, finalement peut-être que c'était pas si mal que ça pour ma construction. Mais du coup forcément en fait les personnes qui ont vécu ça, bah déjà c'est dur je pense après avoir vécu de se dire ah non je vais l'enlever. Parce que moi par exemple bah, j'ai envie de continuer à faire du tourisme plutôt doux. Les gens peut-être bah, qui ont vécu que du tourisme de masse ont envie de continuer dans les modèles qu'ils connaissent, parce que l'homme aime faire ce qu'il connaît. C'est dur le changement,
comment faire pour changer? Tiens, si j'avais fait un épisode là-dessus, si le premier épisode de ce podcast était sur le changement, ce serait quand même pratique. Ces personnes-là, je pense que c'est pour ça que c'est encore plus ancré le fait de se dire, bah en fait, c'est trop cool si j'arrive à faire plein de pays dans ma vie. Et après, il y a même, je pense, cette petite pression de se dire, c'est pas, j'ai pas fait assez fait de pays, mais comme s'il y avait, après la mort, un examen qui dise tu as 70 ans et tu n'es pas allé en Australie, tu as fait que 3 pays dans ta vie. L'enfer directement, ce n'est pas assez de pays. Ou alors, mais peut-être que plutôt de nos jours, ce serait plutôt tu as fait 170 pays dans ta vie, tu as pris l'avion 380 fois. L'enfer directement, tu es banni du paradis, tu as détruit la planète. En plus, tu as fait ça en sachant tout le climat et la biodiversité que ça dégradait. L'enfer directement. Satan t'attend. Et je pense aussi, du coup, j'en ai un petit peu parlé, mais qu'il y a la richesse, enfin le rapport à l'argent joue pas mal. Le tourisme lointain est prôné forcément sur les réseaux, surtout par des personnes riches, mais genre est accessible énormément aux personnes riches qui ne doivent pas économiser pendant 3 ans pour faire un voyage lointain et qui montrent en fait, bah déjà comme elles ont les moyens, que c'est paradisiaque quoi. Mais encore une fois, c'est superficiel et on le sait, on a compris les avantages du tourisme doux, mais c'est superficiel, mais encore une fois, ça donne envie quoi. C'est la luxure, c'est les plages paradisiaques et tout, et c'est un modèle véhiculé par les gens qui ont les moyens. Et du coup, ça a pris un peu ce gap de se dire, bah, il vit sa meilleure vie, quoi. Il est parti sur telle île, il est aux Maldives, puis après il est allé au Japon, puis après machin. Enfin, c'est vraiment incroyable, il a vu ça, ça, ça. Il a pu nager avec les tortues, je sais pas, des trucs comme ça. Et en fait, si on regarde, c'est souvent axé sur ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, comment il rendait dans le décor, souvent pour les photos Instagram. Mais enfin, je veux dire, ce que nous, on voit à travers les photos, mais c'est rarement... Enfin, c'est toujours un peu superficiel comme ça, quoi. Et du coup, ce qui est dommage, c'est que ça crée quand même un peu la fear of missing out, la peur de rater quelque chose, et de se dire, ah mince, punaise, lui, il peut le faire, et pourquoi pas moi. Et ce qui va aussi entraîner, par exemple, des personnes qui ont envie d'aller quelque part, et peut-être même que les plus riches iront, mais en train, et que ces personnes-là diront, ah mais moi aussi je peux y aller si je prends l'avion. Et parce qu'elles voient les personnes qui ont les moyens y aller, se dire ah mais ça doit être trop bien puisqu'elles y vont et puisqu'elles partagent des expériences qui ont l'air inoubliables. Et certes, c'est certainement des expériences très bien, mais en fait, moi j'ai un peu la vision de là pour le coup, être riche, c'est pas forcément quelque chose d'avantageux. Parce que ce qu'on veut, c'est si on cherche à avoir un mode de vie durable, parce que ce qu'on veut, c'est après, il y a différents niveaux de richesse, hein, forcément. Je place le curseur à un endroit raisonnable. Hein, si on est hyper pauvre, ce sera pas avantageux non plus. Hein. Mais je veux dire, dans une certaine mesure, si on est riche et qu'on peut se permettre de tous les ans partir aux Maldives, et ben ce sera plus dur de dire non. Parce qu'on se dira, parce qu'on le peut facilement. Alors que si on ne l'est pas et qu'on doit économiser pour faire ça, on va se dire non mais attends, je vais pas économiser pour aller aux Maldives alors que je pourrais faire les choses qui me plaisent toute l'année et me faire un super voyage à vélo à travers la France quoi. Et sauf que bah, du coup les riches ils ont un peu ce problème de eux ils ont pas le frein monétaire quoi. Ils peuvent le faire sans problème, donc s'ils ont une conscience et qu'ils veulent avoir un mode de vie plus durable, et bah c'est plus dur de s'empêcher de faire des choses qui déjà, d'une, ils ont toujours fait, encore ce truc-là d'avoir toujours fait des trucs incroyables, et de se rendre compte à quel point la richesse amène aussi des choses plutôt superficielles, et de se reconnecter avec des choses plus vraies, comme propose des tourisme doux. Donc bon, après je vais pas non plus trop les plaindre quoi, parce qu'ils sont riches, mais franchement je suis contente d'être dans l'entre-deux quoi, de
de pas être super riche. Voilà, vous voyez, je filme euh, dans la chambre de mon appart. Bon, je me suis rendu compte que, non mais je suis la pire, hein. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais je ne parlais pas dans mon micro. Comment je peux être podcasteuse et oublier de parler dans mon micro? Mais j'étais trop emportée parce que je voulais dire. Je pense que ça ira parce que bah, je l'ai pas éteint et du coup je réglerai le son, mais je suis mais complètement folle, hein. Mais vraiment, mais c'est parce que je pense que c'est le film qui me. Je me dis, ah, mais c'est filmé, du coup, bah, c'est enregistré. Mais peut-être que j'arrêterai d'avoir un micro main et je mettrai mon micro sur moi, hein. Parce que là, ça va pas. Bon, oh là 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 là. Mais il faut bien faire des erreurs pour apprendre, hein. C'est la vie. Bon, bah, du coup, ça m'a coupé dans mon débat. Et peut-être juste pour revenir vite fait sur la sédentarité, et parce qu'on pourrait me dire, oui, mais les vacances, c'est fait pour se reposer. Et déjà, bah, oui, et je pense que justement, ça favorise un meilleur repos. Que de s'activer physiquement, ça permet un meilleur repos mental et après un meilleur sommeil qui permet au final d'être plus reposé. En fait, le mouvement n'est pas... Enfin, c'est pas parce qu'on ne fait rien qu'on se repose. Voilà. Quand je mets les barres sur les T. Je vais un petit peu parler maintenant de tous les aspects positifs, bénéfiques qu'ont le slow tourisme pour voilà, vous donner une petite vague de positivité. Donc déjà, on sera beaucoup moins tenté de surconsommer et du coup d'acheter plein de petits souvenirs entre guillemets inutiles parce que bah on porte nos sacs ou alors c'est l'âne. Oh, si on avait un âne, peut-être qu'on serait tenté. Mais non, je pense que ça pousse quand même au minimalisme de partir avec un âne ou je sais pas trop si ça se fait les voyages en âne. Enfin, on marche à côté d'un âne, ça, ça peut être sympa, mais oh, en plus les ânes c'est trop mignon. Mais du coup, ou à pied ou à vélo, enfin, on porte des charges tout le temps, donc je pense que ça incite à ne pas trop porter, à ne pas trop emporter et ne pas trop acheter de choses. Parce qu'il y a ce problème aussi dans le tourisme de masse de toujours ce truc de bah j'ai quand même pas revenir les mains vides et d'embarquer avec nous tous les mets ou tous les souvenirs de la chose pour les garder un peu plus à la maison. Bon, c'est pas non plus horrible en soi, mais ça souvent c'est un peu des babioles et ça s'entasse et je suis pas sûre que l'impact sur nous soit positif et sur la planète encore moins. Et en vrai, je pense aussi, du coup, parce que c'est beaucoup, 80% des Français qui font du tourisme en France, mais je ne pense pas que 80% des Français qui font du tourisme en France font du tourisme durable. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Et du coup, je trouve ça cool de vraiment se concentrer sur aussi bah, ce qui a changé, c'est plus que ne pas partir loin, parce que finalement, ça, c'est vraiment un no-go, mais bon, c'est du coup pas la majorité. Mais c'est vraiment changer la manière fondamentale d'aborder les choses et de pas se dire c'est parce que c'est en France qu'on va pas être dépaysé et que le tourisme doux euh, permet du coup une meilleure déconnexion, une meilleure santé, une meilleure découverte de nos contrées, de notre pays. On est plus connecté à ce qui nous entoure. On remet un peu en contexte, en perspective, parce qu'on se dit, bah, en fait, c'est pas forcément l'arrivée qui compte, c'est vraiment toute l'aventure, quoi, tout le parcours. Et aussi dans cette valeur de la progression et de traverser des pays et tout, on peut commencer en France comme ça, mais je veux dire, rien ne nous empêche, si on arrive à assez économiser pour, etc., et qu'on s'en sort bien, de traverser le monde à vélo et d'aller en Nouvelle-Zélande en vélo. Bon, après, je sais pas, hein, puis faut se renseigner et tout, là, je me suis pas trop renseignée là-dessus, mais en prenant un minimum le train et les bateaux, parce qu'on va bien traverser la mer à un moment donné, en vélo, un vélo sur un bateau. Un bateau, un pédalo, hop. Mais enfin, je veux dire, là, je pense que le voyage et du coup la découverte de la Nouvelle-Zélande serait tellement mieux que d'y aller en avion. Ce serait tellement l'aventure d'une vie en fait. On va peut-être remettre ça en perspective, se dire que bah, aller dans des pays comme ça, si on s'y tient et qu'on veut le faire de manière durable, bah, c'est l'aventure d'une vie. Et je trouve ça beau de se dire ça parce qu'en fait, si on n'a pas ça,
bah, on n'aura jamais l'aventure d'une vie. Enfin, on va faire quoi? Pas tout le monde peut aller sur la lune, quoi. Je trouve ça motivant, en fait, de se dire, bah, en fait, j'aurais jamais tout vu ou tout fait et de pas vouloir céder à la facilité d'aller rapidement à un endroit avec, genre l'avion ou quoi et bah, ça fait un peu, voilà, l'aventure d'une vie. Je trouve ça sympa. Peut-être qu'un jour je ferai l'aventure d'une vie et que j'irai en Nouvelle-Zélande, sans prendre l'avion et pas trop le train. Mais bon, du coup, là, ça dépasse un peu enfin, après non, parce que les vacances, ça peut être 2 ans, hein, mais c'est quand même, ouais, ça oh là là, ça serait fou. Faut enlever cette idée de à la fin de notre vie, le mieux, c'est d'avoir fait, je sais pas, X vacances et dans chaque vacance, on a visité X lieux et de se dire: «J'ai fait X vacances» et à chaque fois, j'ai peut-être pas visité autant de choses, mais j'ai vraiment vécu une aventure à chaque fois, quoi. Je me suis pas distrait de ma vie. Reprenons un peu sur les bénéfices du voyage lent. Donc ça permet déjà beaucoup plus, on aura compris, une immersion culturelle profonde, ça enrichit notre compréhension du monde, ça réduit notre anxiété, et je trouve ça très logique, hein, après tout ce que j'ai dit, diminue le stress aussi, améliore le sommeil. En fait, c'est un peu comme une thérapie naturelle pour le mental, parce qu'en fait, c'est un vrai repos finalement, c'est une vraie déconnexion. On a plus de pleine conscience, on réussit du coup à développer des relations sociales plus authentiques, et on accroît notre résilience et notre adaptabilité face aux imprévus. Et on nourrit aussi l'estime de nous-mêmes et la gratitude. En vrai, tous ces termes, voilà, mais je trouve que si on se concentre bien sur tous les termes que là j'ai dit, mais tous les jours, en fait, je fais du tourisme doux. C'est vraiment des qualités qui sont hyper importantes et qui permettent vraiment d'atteindre un alignement de soi. Et du coup, je me dis, bon, bah, pour commencer à avoir un mode de vie durable, si déjà on part sur les vacances, sur les moments où on a le temps de le faire et où on a moins d'excuses, c'est hyper bénéfique et ça va nous donner aussi dans notre vie, dans notre quotidien, d'implémenter que notre quotidien ressemble à ce type de vacances, quoi. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été menée par l'université Edith Cowan en Australie, qui souligne que les voyages de proximité peuvent contribuer à ralentir le processus de vieillissement. Donc, avec tout ce qu'on a dit, la stimulation cognitive, parce qu'il faut un peu chercher quand même, s'adapter et tout, l'activité physique et l'immersion dans de nouveaux environnements et les interactions sociales. Ces expériences contribuent à réduire le stress chronique et renforcent le système immunitaire, avec des effets durables, si on les fait à chaque fois forcément, sur la santé mentale et physique. Et donc, on vieillit moins vite. Bah, bénef. Non seulement on vieillit en bonne santé, mais en fait, c'est ça, vieillir en bonne santé, c'est... Oh, mais je suis bête. Vieillir en bonne santé, c'est vieillir moins vite, forcément. Mais je trouve que le terme vieillir moins vite, c'est plus attrayant que vieillir en bonne santé. Mais du coup, voilà, si vous voulez vieillir moins vite, sauvez la planète. Ça vous aidera. Ensuite, un petit frein qui est la famille ou les personnes avec qui vous voulez partir. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'entourage qu'on mérite. Non, je suis méchante là, mais on n'a pas forcément un entourage qui est dans ces mêmes délires, hein, que de vouloir voyager d'une manière plus épanouissante, plus enrichissante, mais qui demande un peu plus d'efforts, forcément. Et du coup, bah, que faire si pour partir avec votre famille, c'est hyper compliqué de faire des choses comme ça, ou juste parce que aussi, bah, il y a des familles où les personnes sont pas forcément aptes physiquement, hein, et on peut avoir des problèmes qui soient pas de la sédentarité, mais qui juste nous empêchent, un handicap ou quoi, qui nous empêche de faire ça. Bah déjà, essayer d'adapter. Par exemple, moi, ma mère, elle a un bras paralysé. Bah, mes parents sont en tandem, ce qui est bah, plutôt pas mal du coup, parce que on peut. Après, chacun adapte selon son contexte, quoi. Mais je veux dire, là, c'est quelque chose qui, du coup, on aurait pu se dire, ah mince, bah, ça nous bloque et on peut choisir la solution facile. Bah non, on se dit, ah bah en vrai, on peut faire ça. Donc, voir après à quel moment c'est possible, hein, parce que si c'est une jambe paralysée en tandem, c'est pas pratique. Et en fait, bah, c'est comme dans l'épisode pour le changement, de se dire, par exemple, s'ils sont vraiment contre nous, est-ce que j'ai à supporter ça? Ou alors un peu se dire, bon, bah, on ferait peut-être pas quelque chose de complètement comme ça, mais un petit peu, trouver des compromis, et essayer de s'en tenir, de pas avoir peur d'en parler. Mais ça, c'est vraiment compliqué, hein, quand on n'a pas envie de encore se prendre une énième remarque, machin, mais
Mais c'est important. Et aussi de choisir aussi, enfin, choisir, c'est difficile de dire ça, mais si on a des amis qui nous confortent pas là-dedans et qui sont même plutôt contre, bon est-ce des vrais amis? Je ne sais pas. Moi, je pose ça là. Maintenant, c'est des sujets assez délicats et je veux pas. Chaque situation est différente, donc c'est assez compliqué d'en parler, mais je pense que quand même, s'affirmer et avoir le courage quand même de montrer les possibilités et de montrer que c'est même bon pour nous, c'est important pour montrer que ça existe, quoi. Et enfin, dernière chose sur le voyage lent qui n'est pas, que j'ai pas trop abordé, s'il y a des endroits qui, quand on les découvre, nous plaisent, on n'est pas non plus obligé quand on part voyager de toujours découvrir des choses. On peut aussi voyager pour retrouver des endroits qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, ou même qu'on avait vus il y a pas longtemps, mais de retourner à des endroits qu'on connaît parce que, juste, c'est trop bien, quoi. On a il y a aucune, enfin, il y a le voyage sera pas moins bien et les souvenirs en seront que plus ancrés. Il y a vraiment, énormément de bénéfices à même au-delà du tourisme lent en mode vélo et cetera, mais même, quand on prend, l'avion ou le train. Du coup, l'avion, pas trop, en France, si on reste en France, il y a aucun mal à, tous les ans, à aller au même endroit et profiter autant à chaque fois parce que c'est juste y a, parfois il y a des endroits qui sont un peu comme ça où en fait c'est une zone de confort dans le sens où on a découvert, on se sent un peu comme à la maison et en même temps c'est pas et en même temps on arrive à déconnecter et je pense que c'est bien par exemple pour les personnes qui ont pas trop une soif d'aventure mais qui ont pas non plus envie de rester chez elles de trouver un endroit comme ça et de se dire ok c'est il n'y a pas de frustration de pas découvrir et tout, c'est juste mon endroit où je me sens bien. Bon, maintenant, vient le temps des conseils. Déjà, conseil, garder son micro près de sa bouche. Non, mais donc, conseil pour le voyage lent, je dirais, de tout ce que j'ai dit, etc. Le mot d'ordre, c'est de prendre son temps. Parce qu'en fait, c'est ça, le voyage durable. En fait, on veut juste sincèrement être dans le ne pas se presser, ne pas avoir des checklists, ne pas se dire ah mais je vais faire ça machin et tout, non juste on prend son temps, on est flexible, on laisse venir la spontanéité et on se stresse pas quoi. On est pas de stress, on est là, on fait du vélo, on s'arrête si on veut, on continue à droite, à gauche, on s'en fiche, juste on découvre quoi. Parce que finalement en fait souvent on se dit ah mais faut faire ça. Bah non, si je suis en pleine course de vélo, si on ne fait pas un truc sportif, hein, en pleine course de vélo et que je vois un super endroit et que j'ai envie de m'y arrêter, je m'y arrête. Du coup, j'ai un libre arbitre. Dieu merci, j'ai un libre arbitre et je m'y arrête. Voilà. Donc finalement, l'éco-tourisme, enfin non, le tourisme lent, le tourisme doux, permet de satisfaire son besoin, permet beaucoup mieux de satisfaire son besoin de voyage et de tourisme, et enfin de découverte. Et en plus, il protège le climat et la biodiversité. Je veux dire, là franchement, c'est bien fait quand même. Pour conclure, alors oui, quand même, la seule chose qui peut-être peut rivaliser avec tout ce que j'ai dit, c'est qu'on verra pas les nuages par-dessus en avion. Et ça, quand même, c'est beau. Non, en vrai, c'est un prank. Avec tout ce que j'ai dit, je pense que vous vous en doutez qu'on va s'en remettre si on voit pas les nuages d'en haut. J'aimerais passer à 3 petits points. Qui est des choses que je veux faire en fait quand j'ai un invité, mais je me dis mais pourquoi pas les faire quand je suis seule aussi, parce que j'ai aussi des choses à partager. Donc premièrement, qui est une recommandation de livre. Je vais faire comme si je m'interrogeais. Oh là là. Cher F. Jacquier, avez-vous une recommandation de livre, de film ou de podcast pour rendre désirable le passage à l'action concernant le voyage? Oh, merci F. Jacquier pour votre question. J'ai 2 recommandations. J'en ai demandé qu'une. Oh, désolé. Bon, moi j'arrête. Vraiment n'importe quoi ce podcast. Alors, ma première recommandation, c'est l'animé Frieren, qui est sorti récemment. Donc Frieren, F-R-I-E-R-E-N. Et qui en fait donne vraiment envie de faire du voyage à pied. Après c'est vraiment différent et puis c'est un animé donc voilà, tout est hyper beau, pas forcément comme ça dans leur vie quoique.
Et c'est un peu époque médiévale, donc pour ça qu'ils voyagent à pied. Et c'est un peu, ils vivent une aventure. Et en fait, voilà, ils sont là, ils travaillent, ils marchent. Après, parfois ils restent dans des villages, parfois ils sont bloqués, ou alors ils doivent aider des gens ou machin et tout. Et c'est vraiment, en fait, tout ce que j'ai décrit là dans ce podcast, ça se retrouve là-dedans, vraiment, cette ouverture aux autres profiter du temps présent, être ancré, etc. C'est vraiment, je trouve, incroyable et ça donne envie de faire des voyages comme ça. Et ensuite, j'avais vu récemment au cinéma, enfin récemment, il y a un mois ou deux, le film La Venue de l'avenir, qui est un peu qui est sur le peintre Monet, enfin sur l'impressionnisme de manière générale, et qui mélange des scènes qui se passent aujourd'hui et des scènes qui se passent à l'époque de l'impressionnisme, donc fin du 19e siècle. Et la personnage principale fait un voyage du coup du Havre à Paris, au début à pied, ensuite dans une calèche, et ensuite dans un bateau qui remonte la Seine jusqu'à Paris. Et j'ai trouvé ce moment pareil, il donnait envie, quoi. C'était une belle illustration. Là, franchement, au niveau des imaginaires, Ferenc et ce film, ça donne envie de prendre son temps de voyager et de pas, voilà, de se reconnecter aux kilomètres parcourus et de se dire, bah ouais, nous, Paris-Le Havre, c'est vraiment 2 heures de TGV, quoi. Et à l'époque, c'était 2 jours, en fait, de voyage, et c'était le plus rapide, et c'était comme ça, quoi. Mais on voit que, pareil, bah, elle sympathise avec des gens sur le bateau, parce que bah, c'est très long et qu'ils n'ont pas forcément de distraction à l'époque. Enfin, pas autant, en tout cas, juste des livres. Pareil, elle parle avec la personne qui l'embarque sur sa charrette. Enfin, c'est vraiment... ça donne envie de découvrir le monde de cette manière. En fait, ça rend les choses comment dire, plus vrai, un peu, enfin plus... Enfin, ça donne plus envie, je trouve, que bah, de juste prendre le train, de toujours être rapide. En fait on prend notre temps, et je trouve que c'est ça qui fait du bien. De prendre notre temps sans que ce soit reproché. De ne pas faire les choses de manière optimisée sans que ce soit reproché. Donc je dirais que c'est ça, mes 2 recommandations. Très bien, Eve Jacquier. Deuxième question. Selon vous, la chose la plus facile à mettre en place à l'échelle individuelle et ayant le meilleur impact? Ou alors enlevant un impact? Très intéressant comme question. Eh ben, je pense que tout simplement, ce serait d'essayer d'adopter juste une fois le tourisme doux. De se dire, ok, dans ces vacances-là, je vais essayer. Je vais me renseigner. J'ai mis d'ailleurs en description un site pour les logements verts. Mais je vais me renseigner, je regarde sur internet, ok, des itinéraires, des hôtels, des machins. Qu'est-ce qui peut être vert, comment je peux faire concrètement, et pendant une semaine, j'essaye, voilà. Et je pense sincèrement que l'essayer, c'est l'adopter. Oh, très intéressant, Eve. Troisième et dernière question. Quelle est l'action vers un mode de vie durable qui a fait augmenter votre bien-être? Je dirais que c'est d'être en paix avec le fait que pour réussir sa vie, avoir une belle ouverture d'esprit et vivre des aventures, j'ai pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Je peux être une personne très ouverte sur le monde, qui est riche intellectuellement et, et par ses aventures, en restant sur mon continent. Et maintenant, je vous demande à vous, chers auditeurs, si vous deviez passer à l'action par rapport à tous ces sujets, quelle serait la chose que vous aimeriez mettre en place? Quelle serait la petite chose que vous changeriez? Ça peut pas être, même pas forcément du jour au lendemain, faire l'essai du tourisme vers l'expérience, mais peut-être se dire, bon bah voilà, la prochaine fois que je pars en vacances, bah en vrai, j'ai pas forcément besoin de ramener un souvenir, c'est pas un truc qui me procure un épanouissement fou. Donc voilà, dites-moi. Et si ce podcast et particulièrement cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches qui seront peut-être ravis d'avoir une vision un peu positive de ce que le futur du tourisme peut être, et qui du coup pourront avoir envie aussi de faire ce genre de tourisme avec vous. Pas besoin de leur parler finalement, pas besoin, vous leur envoyez ce podcast, vous dites « Oh, écoute ce podcast, ça te dit, on fait ça » et voilà. Donc pour conclure, j'aimerais souligner le fait qu'on vit dans un pays avec des destinations incroyables, qu'il est possible pour nous de le parcourir en voyageant d'une manière respectueuse de l'environnement. Et non seulement
Du coup, ça participe pas à la sixième extinction de masse. Ça nous fait des vacances d'une qualité supérieure. Ça nous permet de vivre et de vieillir en bonne santé. Comme quoi, cette vie est belle.